Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Rungis pour rencontrer Michel Biérot, directeur achat et marketing du groupe Lidl France. J'avais pris l'initiative de contacter Isabelle, sa responsable communication, parce que lors de mes passages à la ferme, les agriculteurs m'ont remonté plusieurs fois qu'ils appréciaient travailler avec Lidl. Une question s'imposait. Comment peut-on à la fois promettre le prix bas aux consommateurs tout en garantissant une juste rémunération aux producteurs ? Il fallait que j'aie la réponse à la question. En arrivant chez Lidl, je comprends vite que je suis en présence d'un patron qui détonne. Michel Biérot me reçoit directement pour qu'on fasse le tour des locaux. Il connaît tous les salariés par leur prénom et le moindre recoin du bâtiment. On commence à parler agriculture au détour des couloirs et je sens chez lui une passion qui ne saurait mentir. Et puis on démarre l'interview. C'est cash, c'est direct, comme on aime. Comme on dit dans le jargon, Michel Biérot est un bon client. Pendant 1h30, on a parlé de son parcours atypique et de la relation de Lidl avec les agriculteurs. J'ai aussi profité de l'avoir au micro pour décrypter les relations entre les grands acteurs de l'agroalimentaire pour comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre pour payer le juste prix aux agriculteurs. Mais avant de vous laisser en compagnie de Michel Biérot, n'oubliez pas que La Clé des Champs n'est pas qu'un podcast. C'est aussi des formations adressées aux collaborateurs des entreprises de l'agri et de l'agro. L'objectif, c'est de former les équipes marketing, commerciales, achats aux réalités du métier d'agriculteur pour les aider à mieux performer dans leur job. Après avoir suivi un module e-learning, ils partent passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur laclédeschamps-podcast.fr. Allez, je vous laisse en compagnie de Michel Biérot. Bonne écoute! Bonjour Michel. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Avec grand plaisir, franchement c'est un vrai plaisir de vous accueillir chez nous au siège à Rungis et de vous faire découvrir un petit peu les coulisses de notre métier. Oui, j'ai le droit à toute la visite, c'était vraiment super. Pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter et justement nous expliquer un petit peu où c'est qu'on se trouve actuellement ? Alors donc je suis Michel Biérot, je suis le directeur exécutif en charge de tout ce qui est achat, mais aussi du marketing et un petit peu de la communication. J'ai ce poste depuis, donc je suis à ce poste depuis 11 ans maintenant et je suis depuis 22 ans chez Lidl. J'ai commencé en tant que chef de magasin dans l'Est de la France parce que je suis alsacien. Je suis issu d'une famille de choucroutiers et je suis né dans la capitale mondiale de la choucroute, figurez-vous Louise. Magnifique. Et donc arrivé chez Lidl en magasin, ensuite en entrepôt et un jour on m'a dit tiens, tu vas faire un bon acheteur. J'ai dit, je suis pas sûr que je vais faire un bon acheteur, mais bon, je vais tenter. Et voilà, et aujourd'hui, directeur des achats de la France, avec une équipe de 300 personnes. Et, quand même, hein. La qualité, l'administration des achats, la communication, le marketing, et bien sûr, le cœur du réacteur, les achats, quoi. Et ça a été quoi le déclic pour vous de travailler dans la grande distribution ? Parce que je crois que vous avez un parcours un petit peu atypique. Alors j'ai un parcours très atypique, je pense, parce qu'en fait, avant la grande distribution, j'étais dans l'hôtellerie. Je ne savais pas trop quoi faire. J'ai pas beaucoup d'études. Je dis souvent pour rigoler, j'ai un bac d'eau chaude et un bac d'eau froide. Comme me disait d'ailleurs toujours un de mes anciens grands patrons, qui n'était autre que Bernard Loiseau, parce que pendant 7 ans, j'ai travaillé dans l'hôtellerie-restauration de haut de gamme, de luxe. Et j'ai voyagé un peu. J'étais en Argentine, j'étais en Polynésie. J'avais mon propre restaurant en Argentine. Après l'Argentine, c'était un peu compliqué parce qu'il y a eu quelques problèmes là-bas et on est revenu en France et par hasard, j'ai trouvé dans les dernières nouvelles d'Alsace une annonce qui disait « Cherche chef de magasin chez Lidl ». J'ai dit « Bon, allez, on va tenter ». Je ne savais pas trop ce que c'était Lidl. Et l'aventure dure depuis 22 ans. Et aujourd'hui, comme me dit souvent mon épouse, tu as une chance de dingue, c'est que tu n'as pas de métier, tu as une passion. Et la passion, ma passion, elle s'appelle Lidl, quoi. Donc c'est vrai que je m'éclate, je viens tous les matins avec une banane jusqu'aux oreilles. Et je kiffe vraiment ce que je fais, je suis trop fier de mes équipes. Et c'est vrai que c'est un métier, enfin la distribution, l'alimentaire, c'est un métier juste passionnant. Donc ouais, je kiffe, quoi. Justement, qu'est-ce qui vous plaît tant que ça ? Parce que c'est vrai qu'autant de temps dans un même groupe, surtout maintenant, et surtout à Paris, ça devient de plus en plus rare. Qu'est-ce qui vous motive à rester et à travailler pour ce groupe ? Pour les jeunes qui nous écoutent, oui, c'est un exploit, 22 ans dans la même boîte. Aujourd'hui, déjà 3 ans, c'est trop. Mais non, je pense que de par mon parcours d'études, qui est quasi néant, je pense que je connais... Même si j'en ai fait qu'une, Lidl, mais je connais pas beaucoup de boîtes qui m'auraient permis
l'ascension que j'ai eue et l'évolution que j'ai eue au sein de l'entreprise. Ça, c'est très typique à Lidl. Lidl, aujourd'hui, 99% des cadres dirigeants de l'entreprise sont issus de l'évolution interne. Donc ça, c'est pour nous énorme. Et pour moi, ça a été une chance et une opportunité incroyable. Encore une fois, je ne pense pas que j'aurais pu occuper un poste à ce niveau de responsabilité dans une autre entreprise. Ça, c'est le premier point. Donc, je suis très fidèle. Et à côté de ça, c'est une passion parce que j'aime mes équipes, parce que ce qu'on fait au quotidien en termes de travail, c'est juste extraordinaire. Enfin, on déguste toute la journée des produits. Je suis en permanence, et on en reparlera, sur les exploitations agricoles. Enfin, tout ce que j'aime, quoi. Je suis issu du monde agricole. Mes beaux-parents ont une exploitation agricole dans le sud-ouest. Et ouais, ça me passionne. Donc, il n'y a pas de routine dans mon métier. Tous les jours est différent. J'arrive le matin, ma DIRCOM va me dire dans 10 minutes, tu as une interview sur telle radio, sur telle télé. Enfin, ça change tout le temps. Et encore une fois, l'unique objectif qui m'anime, c'est la satisfaction du client derrière. Et tous les jours, on a des millions de clients qu'on doit satisfaire. Donc la qualité de notre produit est essentielle. Et comme je suis un passionné de bouffe, de bonnes soirées, de bons repas, bah voilà, j'aime les produits. Et donc voilà, je suis passionné par ce que je fais. Et alors, quel poste vous avez occupé, les postes clés, parce que j'imagine que ça serait long de tous les énumérer en 22 ans. Mais... Non, pas tant que ça, mais j'étais donc en magasin. Ensuite, je suis passé responsable secteur. Je m'occupais de 5 magasins, une soixantaine de salariés, donc des caissières, des chefs de magasin. Ce qui n'était pas simple parce que c'était un poste avec beaucoup de responsabilités. On gère vraiment un centre de profit et c'est une mini-entreprise qu'on gère même en tant que salarié. Parce que vous gérez aussi bien le personnel, mais les pertes, le chiffre d'affaires de votre centre de profit, etc., etc. Donc très très intéressant. Je pense que c'est un des postes les plus sexy de l'entreprise, et parce qu'il y a une palette de métiers dans ce même poste qui est juste incroyable. Et ensuite, on m'a demandé d'aller ouvrir un entrepôt à côté de Nancy, à Gondreville, pour être précis, à Toul. Et je suis allé là-bas quasiment 1 an. Donc avec un collègue qui d'ailleurs est aujourd'hui collègue directeur exécutif, on a ouvert cet entrepôt. Moi j'étais là-bas en tant qu'approvisionneur, donc c'est-à-dire que je commandais les produits que les achats de Lidl France nous demandaient de mettre dans les magasins aux fournisseurs. Et très rapidement on m'a contacté. Du fait que je suis alsacien, en fait j'ai un avantage, c'est que je parle couramment l'allemand. Il n'y a que les Alsaciens en France pour parler allemand. C'est ça, du fait de notre histoire. Et c'est vrai que comme on est un groupe, mais je vous l'expliquerai juste après, on est implanté dans 32 pays à travers le monde et la langue du groupe est l'allemand. Donc c'est vrai que dans les achats, quand je vais exporter mes bouteilles de vin en Italie, en Tchèque, avec mes collègues, je parle l'allemand. Et donc c'était important et grâce à ça, on m'a dit, tu vas venir aux achats. Alors à l'époque, je me suis dit, mais moi, je ne sais rien acheter. À part une baguette le matin, je n'ai jamais rien acheté dans ma vie, quoi. Donc ça va être compliqué. Et finalement, ça s'est bien passé. J'ai commencé aux fruits et légumes. Acheteur fruits et légumes. J'étais acheteur DPH, donc droguerie, parfumerie, hygiène, entretien, biscuiterie, viennoiserie, chocolat de Noël, chocolat de Pâques. J'ai fait j'ai acheté quasiment tous les produits. Et voilà, en 2011, on m'a proposé de devenir le patron des achats et de tout ce qui va avec. Eh ben, félicitations. Et qu'est-ce que ça vous estimez que ça vous apporte là au quotidien d'avoir un parcours un peu atypique, dans le sens le fait de ne pas avoir fait trop d'études, le fait d'avoir fait de la restauration, d'avoir un peu voyagé. Est-ce qu'aujourd'hui ça vous est utile ? Je pense que ça m'est très utile parce que déjà j'ai pas le même discours forcément qu'un énarque et j'ai absolument rien contre les énarques. Hein. Je suis en admiration devant eux, mais j'ai pas le même discours. On va dire j'ai le bon sens paysan. Voilà, pour la faire simple. Alors parfois ma DIRCOM me reprend dans mes propos. Ah non, ça on n'a pas le droit de le dire ça, c'est moyen. Ça c'est moyen sur un plateau télé ou à une radio. Mais en même temps c'est moi-même. Je vais pas changer ma façon d'être. Donc je suis quelqu'un de très pragmatique, avec plein de bon sens et avec plein de bon sens paysan pour le coup. Et donc je suis très sincère et très honnête. Je dis les choses telles que je les pense. Parfois ça plaît pas, parfois ça dérange, parfois ça chatouille, mais voilà, c'est ma façon d'être et je la changerai pas. Et donc ouais, ça m'a. Je pense que ce côté venir du monde agricole, avoir un parcours très atypique, ça facilite en fait les relations, que ce soit avec nos fournisseurs
ou que ce soit avec le monde agricole avec lequel on est très proche aujourd'hui. Et c'est sûr que c'est plus simple. Enfin, moi, j'ai pas de problème à aller traire une vache à 4h du matin avec des paysans laitiers. Je le fais et j'adore le faire en plus. Et en même temps, c'est juste génial, quoi. Donc, à 8h30, on va prendre le petit-déj quand tout est fini et on se prend une bonne bière et voilà, quoi. Donc, voilà, les relations sont simples. L'hôtellerie a beaucoup aidé aussi parce que dans l'hôtellerie, vous êtes dans un monde très hypocrite. Il faut toujours être heureux, il faut toujours être sourire. Voilà, tout ça, ça m'a aidé dans mon parcours et je pense qu'aujourd'hui, ouais, ça me profite en tout cas. Et vous parlez de votre lien avec le monde agricole. Vous nous avez parlé de vos beaux-parents qui ont une ferme dans le sud-ouest. Vous pouvez nous parler un peu plus de ce lien que vous avez ? Ouais, alors déjà, je vous l'ai dit, ma maman était dans la choucroute. Donc je suis issu, et j'ai toute ma famille là-bas, de Kraut-Ergersheim. Hein, c'est pas un nom qui s'invente. C'est facile à prononcer, voilà, ça. Très facile, Kraut-Ergersheim. Voilà, Kraut veut dire chou en allemand, hein, D'accord. et Ergersheim, ça veut dire chez soi. Donc c'est vraiment, quand je disais tout à l'heure, la capitale de la choucroute, c'est vraiment la capitale de la choucroute. Hein. Vous allez dans n'importe quel restaurant à Paris ou même dans un supermarché qui vend de la choucroute, elle vient de ce village. Hein. Il n'y a pas 50 000 endroits où on fait du chou, il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Et à l'époque de mes grands-parents et de mon arrière-grand-père qui a démarré l'activité, il y avait 30 choucrouteries dans un village qui faisait 600 habitants. Ouais. Pour vous dire, c'est vraiment la capitale. Ça sent bon le chou d'ailleurs quand on passe. Et donc voilà, j'ai toujours baigné dans le monde agricole. J'étais gamin, à 6 ans, j'étais sur le tracteur, je piétinais le chou dans les cuves. Enfin voilà, j'ai un lien très fort avec le monde agricole. Après, ma maman a vendu la choucrouterie avec ses frères et sœurs parce que voilà, c'était, on va dire, ils ont peut-être pas bien géré, mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc ouais, aujourd'hui, mes beaux-parents enfin le beau-père, il est céréalier dans le Gers. D'accord. Un petit céréalier, hein, sans prétention, mais voilà, donc je connais aussi. Si j'ai besoin de connaître le cours du blé, je passe un coup de fil, un SMS, dans 2 secondes j'ai le cours du blé. Enfin voilà, je suis très très en lien avec le monde agricole, et c'est vrai que c'est ce qui m'a aussi donné l'envie de se rapprocher du monde agricole en tant que distributeur, parce qu'on a toujours eu cette image, et à juste titre, hein, de méchants distributeurs qui voulons tuer le monde agricole en les étranglant sur les prix et pour nous profiter. Et en fait, je ne sais pas si on parle là-dessus, mais On peut. On reviendra après sur la présentation de Lidl. Ou on peut partir sur la présentation. Non, c'est très bien, allez-y, continuez. Donc en 2011, je prends le poste. Donc voilà, on met en place pas mal de choses au niveau contractuel, au niveau des relations avec les fournisseurs. Et en 2014, il y a eu, comme de façon cyclique, une crise sur le lait notamment et sur le porc, si vous en rappelez. Et on avait dans les magasins quasiment 4 millions d'euros de dégâts par an de paysans qui venaient casser nos magasins, qui venaient brûler nos magasins et y jeter du lisier et autres fumiers. Et on s'est posé et on a dit, mais on ne peut pas continuer à dépenser 4 millions d'euros par an pour réparer la colère des agriculteurs qui plus est, était justifiée, quoi. Et c'est là qu'on a eu cette idée complètement dingue de dire, on va aller au salon d'agriculture. Ouais. Et d'ailleurs, quand mon DIRCOM de l'époque me l'a proposé, j'ai dit, mais non, mais attends, je ne suis pas suicidaire. On va se faire rétamer, on va se faire pas n'importe où, au salon d'agriculture, dans le hall 1, qui est le cœur du salon, là où il y a les vaches, les cochons et les moutons. On y va à fond, quoi. On y va pas pour se cacher, quoi. Donc on va au salon, et au salon, vous devez le savoir, vous y allez pas juste parce que vous allez voir Comexposium, qui sont les organisateurs du salon d'agriculture, et vous leur dites, je vous paye un stand, X mètres carrés, et j'installe mon stand. Ça se passe pas comme ça. Ouais, faut justifier. Il faut montrer patte blanche devant les organisations syndicales agricoles. La FNSEA, les JA, la FNP, la FNB, la FNPL, bref, tous les syndicats agricoles, que j'ai rencontrés avant ce fameux salon 2015, et à qui on a dit, en toute transparence, voilà, on veut discuter avec vous, on veut avoir un lien. Parce qu'aujourd'hui, en fait, et c'est ça, je pense, le mal du monde agricole, c'est que la distribution française, pendant des décennies, se bataillait avec les industriels, parce qu'entre un éleveur, alors je mets de côté, on en reparlera, des producteurs de fruits et légumes, qui font partie des 450 000 exploitations françaises agricoles, mais dans l'élevage, hormis le fruits et légumes, on est obligé de passer par un industriel, par un transformateur. Et je pense que c'est ça le mal de l'agriculture aujourd'hui, c'est que pendant des décennies, les distributeurs et les industriels se sont tapés dessus, pour être polis,
se bataillaient et pour bien sûr nous avoir le meilleur prix. Et derrière, l'industriel jetait les miettes à l'éleveur. Oui, ce qui s'est passé finalement, alors qu'on explique bien aux gens, donc les distributeurs, ça va être Lidl par exemple, et toutes les marques concurrentes. Tout à fait. Le transformateur, enfin ce que vous appelez l'industriel, ça va être celui qui transforme le produit. Lait, le porc, le bœuf, tous ces produits-là, ils sont... Moi, j'ai pas d'abattage, j'ai pas d'outils d'abattage et je n'ai pas d'outils de transformation, pas plus que les éleveurs. Donc on est obligé de passer par des gens, et on peut les citer, j'ai pas de problème, Bigard, Sodial, Lactalis et tous ces grands transformateurs qui achètent la matière première au monde de l'élevage, au monde agricole, la transforment et nous la revendent. Ouais. Et donc comme nous on connaissait pas le monde agricole, je vais pousser le raisonnement, je vais exagérer volontairement, mais limite on savait pas d'où sortait le lait. Et à la limite on s'en fichait quoi. On s'en fichait de savoir qu'il sortait du pied de la vache, et on s'en fichait de savoir qu'il sortait du pied de la vache française. Il venait de Pologne, de Belgique, de Danemark, peu importe. On achetait pour avoir le meilleur prix possible. Et donc, ça a mis à mal le monde agricole, et ça met encore à mal le monde agricole aujourd'hui, et on y reviendra. Mais ça a mis à mal le monde agricole pendant des décennies, qui prenaient les miettes des industriels, mais ça leur suffisait pas pour vivre. Oui, parce que c'est ce que vous expliquez, finalement, le prix, et encore aujourd'hui, il est construit à l'inverse. C'est-à-dire qu'on se dit, le consommateur, il va être prêt à payer tant au litre de lait. C'est ça. Le distributeur, il va se dire, moi, voilà ma marge. Voilà. Donc après, il va dire au transformateur, voilà, moi, je peux te le payer tant. Le transformateur, il va enlever sa marge à lui. Après, il va dire à l'agri, voilà, il reste ça. Alors que n'importe quel autre secteur, ça serait l'agriculteur qui regarderait ses coûts de production, il mettrait sa marge. Mais il y a au bout de la chaîne, ce consommateur qui peut pas payer plus. Donc tout le monde doit se partager. C'est exactement la parfaite explication. C'était à l'envers. Et aujourd'hui encore, qu'on soit clair, c'est pas encore. Il y a encore des problèmes, et aujourd'hui encore, des éleveurs, malgré Egalim 1, malgré Egalim 2, malgré bientôt Egalim 3, on va parler de tout ça. Il y a encore des problèmes. En 2015, on arrive au salon, et bien Comment évidemment... Comment vous êtes reçus ? C'était chaud, c'était très chaud. J'avais quelques gardes du corps autour de moi, je l'avoue, de la sécurité, qui m'entouraient. Et les premiers éleveurs qu'on a rencontrés, c'était un groupe de jeunes agriculteurs, jeunes éleveurs du nord Pas-de-Calais, qui avait un groupement d'éleveurs de porcs qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, les Ch'tis Porcs des Flandres. Et donc ils arrivent avec en tête le président des GIA, qui était Benjamin Denquin, et qui sont prêts à en venir aux mains, qui vraiment, ils sont tellement énervés de nous voir, nous Lidl. Enfin, voilà, en plus à l'époque, on avait encore cette image distributeur allemand, hard discounter allemand, bref, au milieu des vaches, au milieu de leur ferme, parce que c'est le SIA, c'est la plus grande ferme de France, même d'Europe. Et donc de nous voir là, et ça les énervait. Et à juste titre. Et donc, je leur ai dit, écoutez, on peut en venir aux mains, mais je suis pas sûr qui va gagner, parce que moi, je suis bien entouré aussi. Mais moi, je suis là pour discuter. Allons discuter autour d'un verre, et on va voir ce qu'il en sort. Parce que moi, si je suis venu au salon, oui, c'est pour faire de la com, et je vais pas me cacher derrière une allée. Bien sûr que c'est pour faire la com, et je m'en suis jamais caché. Mais c'est avant tout pour discuter avec le monde agricole, et pour connaître les problématiques et les contraintes du monde agricole. Et donc je leur ai dit, les gars, c'est quoi le problème aujourd'hui ? Pourquoi vous venez casser mes magasins ? Pourquoi on ne peut pas s'entendre ? Pourquoi on ne se comprend pas ? Et Benjamin m'a dit un truc mais ultra simple. Il me dit, Monsieur Béraud, aujourd'hui, un kilo de cochon qui sort de ma ferme, on me le paye 1,08 €. Je vous parle de 2015. Aujourd'hui, on est loin de ces prix-là. Moi, pour vivre, et pour me sortir juste un SMIC, il me faut 1,43 €. Ça, c'était en 2015. Donc, il y avait 35 centimes d'écart. Et moi, tac au tac, je lui tends ma main et je lui dis, OK, Benjamin, moi, Michel Béraud, Lidl, je m'engage à te payer 1,43 €. Et là, il ne savait plus quoi dire. Donc, on s'est retrouvés là, à se regarder dans le blanc des yeux. On a dit, bon, et maintenant, on fait quoi ? Et donc, j'ai dit, on fait quoi ? Il faut qu'on trouve un industriel. Un industriel qui est prêt à nous transformer ton cochon pour qu'il arrive en barquette dans mes magasins. Et bien, figurez-vous qu'on a cherché longtemps, mais personne ne voulait transformer une tripartite. Et c'est de là que sont nés mes tripartites Lidl. Les accords tripartites qui sont le fait de s'entendre avec un transformateur, un agriculteur et le distributeur. Oui, mais c'est le fait de changer
le sens de la discussion, ce que vous disiez tout à l'heure, on était à l'envers, c'est de remettre tout à l'endroit. C'est-à-dire, c'est de dire, toi l'éleveur, démontre-moi quel est ton coût de production. 1,43, ok, tu me l'as démontré. Pas avec les amortissements des bâtiments, avec les salariés que tu as, avec les intrants, toute la nourriture pour les animaux, etc. etc. Oui, pour vivre, juste vivre, hein, et pas rouler sur l'or, hein, il me faut 1,43. À partir du moment que ce 1,43 est fixé, l'agriculteur il ne viendra plus m'embêter sur les magasins. Par contre, il faut que entre le 1,43 et le 4 euros, 5 euros, 6 euros du kilo, ça dépend du morceau du cochon, il faut que moi je partage la valeur entre moi, distributeur, et l'industriel qui sera d'accord de rentrer dans cette démarche tripartite. Figurez-vous que le seul industriel en 2015 qui était d'accord de rentrer dans sa démarche, c'était un industriel belge, Westless. D'accord ? Donc ça la fout mal quand même de venir acheter des cochons en France, nés, élevés en France, emmenés par camion en Belgique, pour être abattus et transformés en Belgique, et revenir en barquette dans mes magasins en France. On marche sur la tête. Mais ça démontrait bien une chose, c'est que les industriels ne voulaient pas rentrer dans cette démarche. Pourquoi ne voulaient-ils pas ? Parce que quand on est dans une démarche tripartite, c'est pas double bipartite comme font certains de mes concurrents. Hein. C'est que les trois sont autour de la même table. Et on se regarde les trois dans les yeux et on se dit les choses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des démarches transparentes. Parce que l'industriel, c'est exactement, et l'éleveur, c'est exactement combien j'achète le kilo de côte première à l'industriel. Moi, je sais combien l'industriel paye l'éleveur parce que je l'ai signé, je me suis engagé à ce qu'il le paye, etc., etc. On est dans une démarche de transparence. Mais un industriel qui devient transparent, ça devient un prestataire de service. Et ça, pour être tout à fait honnête, ça les embête, pour ne pas dire autre chose. D'accord ? Et donc, c'était très compliqué. Et c'est là que j'ai compris que finalement, il faut inverser justement ce sens des discussions pour sauver le monde agricole. Et après, les années sont passées. En 2015, j'ai annoncé à toutes les organisations syndicales pourquoi ils m'ont laissé venir sur le salon. Parce que j'avais pris un engagement fort en disant « Ok, aujourd'hui, on est 2015. Je m'engage qu'en 2019, 100% de mes 1500 magasins de l'époque auront en vente du bœuf, du porc et du lait tripartite. » Ça veut dire équitable ou responsable, en tout cas pour les éleveurs. Ce ne sera pas 100% de mon porc, de mon bœuf et de mon lait. Pourquoi ? Parce qu'il y a des industriels qui ne veulent pas rentrer dans ces démarches. Mais au moins, je donne la possibilité au consommateur, parce que lui, il a le pouvoir d'achat entre ses mains, de faire le choix et d'acheter des produits où derrière, il y a des éleveurs qui sont bien rémunérés, en tout cas à leur coût de production. Pardon, dans ces contrats tripartites, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que donc il y a un prix, ça je l'ai compris. Est-ce qu'il y a des volumes ? Est-ce qu'il y a une durée d'engagement ? Non, il n'y a pas de volume. Il y a une durée d'engagement. Bien, alors, il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume mentionné. Mais je reprends l'exemple du ch'ti porc des Flandres. Aujourd'hui, on doit être à 2200 porcs par semaine. J'ai pas signé que je m'engageais à 2200. On a commencé ensemble. On est dans une relation de confiance. Donc, on a commencé ensemble. On avait peut-être 500 porcs par semaine. Et après, les ch'tis porcs, on bosse ensemble en cuisine en bas. Et ils vont me dire, Michel, il faut qu'on fasse un pâté de Lille. Il faut qu'on fasse des saucisses de Lille plutôt que de faire des saucisses de Toulouse, etc., des lardons, etc. Parce que le but d'une tripartite, c'est pas juste de faire de la com. C'est pour faire de la com. Encore une fois, je m'en cache pas. Mais pas que. C'est pour que derrière, il y ait un éleveur qui vive. Mais pour que l'éleveur vive, il y en a de mes chers concurrents qui disent faire des tripartites depuis 20 ans. C'est vrai, ils ont raison de le dire. Ils oublient juste de préciser une chose, c'est que les tripartites, c'est même pas 20% de l'animal qui paye. Parce qu'ils prennent ce qui les intéresse. Quand vous faites une tripartite, l'éleveur, quand il me dit à l'époque qu'il lui faut 1,43 pour vivre, c'est 1,43 de la tête à la queue. Il élève son cochon ou son bovin de la tête à la queue. Donc si le distributeur et l'industriel lui disent « Écoute, on fait une tripartite, moi je te paye correctement tout l'arrière du bovin », ce qui l'intéresse, l'avant ne m'intéresse pas moi. Ça, c'est plus une tripartite. C'est faussé. Donc moi, l'engagement que je prends dans le bovin, par exemple, c'est de payer le juste prix 100% de l'équilibre matière. Ça veut dire 100% de la carcasse. Sur le cochon, je ne suis pas engagé à 100%. On est peut-être aujourd'hui à 60-70%. Pourquoi ? Parce que même si dans le cochon, tout est bon, il y a des parties que moi, je ne sais pas vendre. Mais les éleveurs, ils sont parfaitement en phase avec ça.
ils le vendent mieux ailleurs en Europe ou dans le monde. Les oreilles, les pieds, etc. Ça, je ne sais pas vendre. Mais c'est pas grave. Mais ce que je veux expliquer par là, c'est qu'il faut un maximum d'équilibre carcasse pour que la tripartite bénéficie réellement à l'éleveur et qu'il s'y retrouve. Donc ça, c'est très très important dans la démarche. Et donc, l'objectif 2019 était atteint en 2018. Et aujourd'hui, on progresse pour toujours rentrer plus de tripartite. Okay. Et sur l'engagement de durée, c'est quoi? C'est des contrats d'1 an? Comment ça se passe? L'engagement de durée, c'est on prend un engagement Parce qu'au-delà du prix, presque, c'est ça qui est important pour l'agriculteur, c'est d'avoir de la visibilité au final. L'agriculteur, c'est quoi son problème aujourd'hui? C'est que celui qui ne gagne pas d'argent, il a besoin d'investir dans ses bâtiments, rénover le bâtiment pour aller dans le bien-être animal, mettre en place des cages maternité, par exemple, pour reprendre l'exemple du porc. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc si un éleveur veut investir, il lui faut un revenu correct. Comment il fait? Il fait comme tout le monde, il va à la banque et demande un prêt. Mais si la banque lui dit « Attends, t'as quoi? T'as un contrat avec Lidl de 1 an ?» Bon, bah, laisse tomber, dans 1 an, il te dégage. Moi, je te fais pas de prêt. Donc, bien évidemment, il faut leur donner de la visibilité. Donc, nos contrats, c'est des engagements sur 3 ans minimum. 3 ans, 5 ans, quoi. Et après, le prix, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de... Alors oui, pour être dans le cadre juridique, on va dire en français, on met une date de fin. Mais c'est ça l'avantage, c'est qu'on est 3 à discuter. Et que l'éleveur, s'il me dit... Et c'est ça qui est génial, et que les auditeurs doivent entendre, c'est que quand on est une démarche tripartite, l'éleveur, et j'ai un exemple concret, le porc opale, ça m'est arrivé, c'était en septembre 2016, il y avait une crise, et derrière la crise, il y a eu une chute du prix du porc. Le président d'Opel, Hubert Simon, et je le cite parce que c'est un mec génial, qui m'appelle, qui me dit « Michel, il faut qu'on baisse les prix ». Je suis acheteur. C'est la première fois en 15 ans que quelqu'un qui me vendait de la matière m'appelle pour me dire qu'il faut baisser les prix. Donc c'est une relation de confiance. Ils sont bien conscients que si les prix sont trop élevés par rapport à un marché, on ne vendra pas de cam et ils perdront du volume. Donc c'est vraiment une relation de confiance et donc on discute du prix autant de fois par an que c'est nécessaire. Quand on est dans une période d'inflation, on peut discuter 5 fois, 7 fois du prix. Où est le problème ? On est dans une vraie relation de partenariat. Et c'est ça que j'adore et que j'apprécie sur ces tripartites. Et alors, combien de pourcentage de votre volume d'affaires ça représente ces contrats tripartites ? Alors aujourd'hui, on est aller sur le porc et le bœuf, on est à 20% du business de la viande et on est à 25%, un peu plus, peut-être 27% du business du lait. Pourquoi ces 3 secteurs ? Parce que c'est les 3 secteurs qui sont le plus en difficulté dans le monde agricole. Je n'ai pas de tripartite ou très très peu dans le monde des fruits et légumes, par exemple. Pourquoi ? Parce que je suis en direct avec eux et que ça se passe parfaitement bien et qu'on discute le bout de gras tous les jours avec le monde du fruits et légumes. Et aujourd'hui, il y a 0 problème avec le fruits et légumes. Donc oui, j'aimerais augmenter cette part des 20% dans le bovin, dans le porcin. J'aimerais augmenter les 25%, mais il faut que les fournisseurs me suivent. Alors, dans le lait, on peut dire qu'on est déjà beaucoup plus parce qu'il y a aujourd'hui Egalim qui aide quand même le monde agricole. Mais il y a encore des lacunes. Il y a des lacunes, et je ne sais pas si vous voulez en parler, parce que c'est très compliqué à expliquer, mais il y a des lacunes parce que les marques nationales, pour moi, mettent le bazar et font, ou plutôt sont la faute du mal du monde agricole aujourd'hui. Parce que les marques en France, et c'est pour ça que d'ailleurs chez Lidl, il y a très très peu de marques, on n'a que 10% de marques nationales, les marques en France sont négociées selon une loi, qui est la loi de modernisation d'économie qui date de 2008, qui me rend juste dingue. Ça, j'ai compris que ça vous rendait fou, parce que je l'ai entendu plusieurs fois. J'ai bossé le sujet. Je suis allée sur les rapports du Sénat et compagnie. J'ai pas compris. Ah bah, voyez, alors bah, voilà. Moi non plus, je comprends pas. Vous voyez, Louise, on est 2 à pas comprendre. Non, mais vous parlez dans votre discours que cette loi, elle fixe un prix standard et qu'ensuite, vous retrouvez à négocier des ristournes en vendant des services. Ouais. Moi, du coup, c'est quoi ce prix standard ? Et est-ce que concrètement, vous pouvez nous dire, quand vous discutez avec une marque nationale, du coup, comment ça se passe ? Quand je discute avec un éleveur, quand je discute avec un producteur de fruits et légumes, je dis pas que Lidl, on est... bien sûr, je suis salarié d'une entreprise, je ne suis pas philanthrope, je dois cracher un résultat à la fin de l'année. Si demain, il n'y a plus de résultats chez Lidl France, d'une, on n'investira plus, et 2, Michel Biérot ne sera plus là. On me dégagera, je suis salarié, je suis juste un salarié de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Je ne suis pas philanthrope, oui, je dois faire gagner de l'argent à l'entreprise, et Lidl va bien. Ce que je veux dire, c'est que
moi, je suis très pragmatique comme garçon. Je base une relation de partenaire sur une relation de confiance et non pas de défiance. On doit se faire confiance. On doit pouvoir se dire les choses. Bien évidemment qu'il y a un moment de l'année qui s'appelle la négociation, un moment de tension. D'accord ? Quand je négocie 7 fois le cochon avec les industriels dans le cochon, oui, 7 fois dans l'année, il y a une tension. Parce que lui, il dit, moi, je veux avoir X% de hausse, et moi, je dis, ça serait mieux d'en avoir X divisé par 2, quoi. Enfin, vous m'avez compris. Donc, bien sûr qu'il y a toujours une discussion, mais c'est pas grave, ça fait partie du job, autant chez l'industriel que chez le distributeur. Là où, ce qui me rend fou dans les marques nationales, et donc ça, c'est valable, ces discussions de confiance, de partenaires, sont valables pour 90% de mes produits, parce que ce sont 90% de marques de distributeurs. Ça veut dire que ce sont des marques qui m'appartiennent. D'accord ? Saint-Alby, dans le cochon, Saint-Alby, vous le trouverez que chez Lidl. C'est une marque exclusive à Lidl. C'est ce qui fait votre spécificité d'ailleurs. C'est ce qui fait ma spécificité. Parce que 90% de vos références sont ce qu'on appelle des MDD. Exactement. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi nous n'avons que 10% de marques nationales. Parce que donc, marques nationales, c'est les marques qu'on connaît tous. Les grandes marques. Les grandes marques qu'on Nutella, achète. Coca-Cola, Nestlé, Vittel, Evian, Danone, et j'en passe, et j'en passe. Vous les connaissez tous. Les Français, on est des aficionados des marques. On kiffe les marques. Tant mieux pour les marques. J'ai pas de problème avec ça. D'autres pays, on pourra en parler, sont plus pragmatiques, s'en fichent un peu des marques sur le produit. Ils veulent un bon produit à un bon prix. La France, on est un pays de marques nationales, de grandes marques. Bref. Mais j'ai pas de problème avec ça. Je suis moi aussi consommateur de marques. Sauf que les lobbyistes des marques et de certains distributeurs, donc des multinationales, parce que derrière les grandes marques, il faut savoir qu'il y a quand même une poignée de multinationales. On parle de 22 000 PME en France. Les 22 000 PME en France, ce n'est pas elles qui font les grandes marques dont on parle. C'est, allez, on va dire une petite centaine de multinationales qui font d'ailleurs 80% de leur business en dehors des frontières françaises, qui font ces fameuses marques dont on est en train de parler. Et les lobbies ont réussi à mettre en place des lois. Alors on est les champions du monde des lois en France, mais ils ont réussi à mettre en place des lois successives qui partent de la loi Galland dans les années 80, suivie de la loi Sapin 1, Sapin 2, Dutheil 1, Dutheil 2, enfin bref, il y en a long comme le bras. Et la dernière en date de 2008, loi de modernisation de l'économie. Cette loi, elle impose aux distributeurs et aux industriels de négocier ces marques d'une certaine façon. Et si je ne le fais pas selon cette façon, selon cette loi, je suis puni par les instances de l'administration de l'État. Qu'est-ce que dit cette loi ? Pour essayer de le faire très simple, que nos auditeurs nous comprennent bien. Et je ne fais que répéter ce qui est écrit dans la loi. La loi dit, le socle de la négociation pour un distributeur, quand il achète une grande marque, c'est le tarif général de cette grande marque, de l'industriel qui est derrière. Ok. Moi, ça fait 20 ans que je suis chez Lidl, 22 ans. Ça fait donc 18 ans que je suis aux achats. Ça fait 18 ans que je veux comprendre de quoi est composé le tarif général. Donc ça veut dire qu'une grande marque, elle a un tarif général pour un produit, elle va dire, voilà, c'est tant. C'est le même pour tout le monde. Il est public. C'est le tarif général. Okay. Ce tarif général, c'est la base de la négociation. Alors, je vais essayer de faire simple. Prenons une bouteille d'eau qu'on vend 1 €. En France, je n'ai pas le droit de vendre à perte. D'accord ? Donc si je la vends 1 parce que tous mes concurrents la vendent 1, vous êtes d'accord, Louise, que je dois l'acheter en dessous de 1. Je n'ai pas le droit de vendre à perte. Et en plus, il y a une autre loi qui s'est ajoutée à ça, Egalim 1, Egalim 2, qui me dit que je dois avoir 10% de marge sur n'importe quel produit alimentaire que je vends dans mon magasin. Et en plus, il y a la TVA, 5,5 ou 20%. Prenons 5 pour simplifier. Donc si je vends une bouteille d'eau de grande marque 1 €, vous êtes d'accord que mon prix d'achat ne peut pas excéder 85 centimes. Sinon, je suis dans l'illégalité. On est d'accord ? Donc si on est pragmatique, comme on se le disait tout à l'heure, vous êtes industriel de cette belle bouteille d'eau, quel tarif général vous me proposez ? Avant négociation, parce que je vais négocier avec vous. 1 € au moins. Par exemple. 1,30 € peut-être. Là, vous êtes gourmande. Parce que je dois vendre 1. Donc, il faut que je puisse déjà diminuer de 30 centimes. Donc, 1,30 €, je trouve ça un peu exagéré. Et bien, le tarif général, parfois, il est de 2. Et là, vous vous dites, mais comment je peux acheter 2 pour vendre 1 ?
et c'est là où tout réside. Donc ce 2, c'est le tarif général. Et la loi LME, elle dit quoi? La loi de modernisation d'économie, elle dit tout simplement que le distributeur doit vendre des services, doit rendre des services, donc en les vendant à l'industriel. L'industriel va lui rémunérer ses services en faisant baisser, donc en faisant une déflation de ce fameux tarif général. Ok, donc en échange d'une baisse, par exemple, vous pouvez dire, les services, c'est quoi? Je vais mettre un rayon des produits, je vais vous mettre dans le catalogue, je vais... Non, alors il y en a plein. Alors moi, j'en ai pas beaucoup parce qu'on a des petites surfaces. Par exemple, la logistique est un service. C'est quoi la logistique? Je m'engage chez vous, industriel, à vous acheter que des camions complets. Je n'achèterai pas moins qu'un camion complet. On vous passera des commandes qu'en camion complet. Ça, pour l'industriel, c'est un avantage qui est énorme. Vous avez une enseigne qui, à côté, lui commande une palette tous les 3 jours. Ça coûte énormément en logistique. Moi, je m'engage à lui commander que des camions complets. Ah, Monsieur Biérot, waouh, ça, c'est un super service. Moins 5% sur le tarif général. Et quand on parle des fameuses négociations du 1er mars, que tout le monde a entendu parler, c'est de ça dont on parle. C'est des négociations d'une déflation d'un tarif qui sort du chapeau de Perlimpinpin en vendant des services. On est le seul pays au monde, je dis bien le seul pays au monde, où il existe cette loi, où on doit négocier en partant d'un tarif qui sort du chapeau, en vendant des services pour arriver à un prix d'achat. Donc, juste pour finir la petite explication, je lui propose la logistique, je lui propose mes prospectus. J'en ai dit 12 millions par semaine. D'accord ? 12 millions par semaine, ça vaut le coup en termes de visibilité pour l'industriel. Donc, il va me dire, ah ouais, Monsieur Bureau, si vous me mettez mon produit, ma bouteille d'eau, 3 fois dans l'année dans votre prospectus, je vous baisse le tarif de temps. Et c'est ça les discussions. D'accord ? Okay. Et donc, on arrive à un prix d'achat qui, à aucun moment, nous avons parlé de matières premières, de coûts de fabrication, de transformation, de coûts logistiques, de tout ce que vous voulez. À aucun moment, on a parlé de ça. Et donc, cette loi a mis quoi en place ? A mis en place une espèce d'opacité entre les acteurs, de défiance permanente, jusqu'à aller faire créer des centrales internationales de négociation de services, en Suisse pour certains, en Belgique pour d'autres, etc. Et donc, je l'ai dit, et vous pouvez le retrouver sur les réseaux, j'ai dit au président de la République, quand il m'a posé la question pourquoi Egalim 1 ou 2 ne fonctionne pas comme on le souhaiterait, ben, tout simplement la réponse est parce qu'il y a LME. LME est une loi toute puissante qui régit la négociation des marques et qu'il faut dépoussiérer d'urgence. Parce que vous croyez sincèrement, Monsieur le Président, je lui ai dit, que le marchand de tapis qui est assis en Suisse... Parce que je ne suis pas sûr qu'il écoute le podcast, mais vous pouvez lui dire quand même. Mais en tout cas, je lui ai dit en face plusieurs fois que le marchand de tapis qui est en Suisse, parce que pour moi ce n'est pas un acheteur, je suis désolé, un acheteur construit un prix d'achat. Un marchand de tapis fait une déflation d'un tarif qui sort du chapeau. Ben, je ne suis pas sûr que le mec là-bas, il en a quelque chose à cirer de l'éleveur qui est en France. Donc si on veut aider le monde agricole, il faut dépoussiérer de toute urgence cette loi de LME. Là, on est dans le cœur du sujet, parce que, et puis en ce moment, on vous voit beaucoup sur les plateaux télé. Bref, vous êtes à peu près partout parce qu'on rediscutera le contexte et l'actualité l'oblige un petit peu. Mais en tout cas, pour les agriculteurs, il y a un vrai sujet de difficulté de négociation entre les distributeurs et les fournisseurs qui n'arrivent plus à se parler. Hein. C'est l'impression que ça donne de l'extérieur. Et ça donne même... alors, je vais être un peu sévère, c'est pas le terme que je vais employer, mais de l'extérieur, on a l'impression que c'est un peu une cour de récré où plus personne n'arrive à s'entendre et où l'État essaye de jouer l'arbitre en disant, les gars, entendez-vous, parce qu'en attendant, il y a des agriculteurs qui sont en train de crever et il y a besoin de bien les rémunérer et mettez-vous d'accord. Et je trouve que l'État fait un peu de peine parce qu'il essaye de... Bon, normalement, on a parlé des lois Egalim, on en reparlera, mais qui est notamment faite elle est très large, mais il y a notamment un volet de souveraineté alimentaire et d'assurer une juste rémunération aux producteurs. On va se concentrer le revenu sur cette partie-là. Et qui se retrouve à passer le Egalim 1, il y a des contournements, il dit allez Egalim 2, il y a des contournements, Egalim 3, et en fait qui n'arrive pas à réguler. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment son rôle? J'en sais rien. Mais comment on en est arrivé là? Et là, j'ai votre son de cloche de distributeur, mais je suis sûre que j'irai chez un Lactalis, un Danone, un machin, j'en aurai peut-être un autre. Comment on en est arrivé à cet état où en fait les acteurs n'arrivent plus à se parler sur un secteur aussi stratégique que l'alimentation? LME. Ah non, mais la réponse est simple. C'est QFD. Mais vous voyez, je vais faire un débat là dans pas longtemps avec justement une grande association d'industriels, d'accord ? Moi, j'ai rien. Vous avez entendu parler de la loi des Crozailles, qu'on appelle plus communément Egalim 3. J'ai pas de problème avec les lois.
j'ai pas de problème. Mais la loi des Crozailles, l'article 3, a clairement été rédigé par les multinationales. Alors l'article 3 dit quoi? L'article 3 dit que, toujours dans les marques nationales, si nous n'avons pas trouvé d'accord au 1er mars, à minuit, entre l'industriel, je parle des multinationales, Louise, c'est très important de souligner toujours les multinationales, et le distributeur, l'industriel a le droit d'arrêter de nous livrer du jour au lendemain. Le 2 mars au matin, il peut nous arrêter de nous livrer, alors que le distributeur doit donner, s'il veut arrêter, un préavis de 2 mois par année de travail avec l'industriel. Mais D'accord? ça, c'est parce que c'est l'État... pour protéger l'industriel. Oui, parce que... Très bien. Est-ce que c'est parce que l'État a considéré que les distributeurs, vous aviez trop de poids et C'est que ça, vous tordiez c'est ça. parfois les C'est négociations? exactement ça. 100% d'accord. Est-ce qu'il y a une réalité là-dessus? Pourquoi n'avons-nous pas fait appliquer cet article 3 aux 22 000 PME françaises que je veux défendre, qu'il faut défendre, qui fabriquent en France et qui vendent en France? Ces gens-là, il faut les défendre. Et qui, eux, font le business du monde agricole. Par contre, défendre l'indéfendable, c'est-à-dire écrire une loi pour 90 multinationales qui font 80% de leur business à l'étranger, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et si je vous dis que cet article 3 est pour ces 90 multinationales, pourquoi je vous dis ça? Si vous voulez, on appelle ensemble une PME française et demandez-lui ce qu'elle pense de cet article 3 de Descrozailles. Ils n'en veulent pas parce que la PME française ne peut pas se permettre d'arrêter de livrer un distributeur français. Donc il faut les protéger différemment. Et moi, je suis d'accord de plancher avec des députés sur une loi qui protège les PME françaises, mais pas les multinationales. Quand Bruno Le Maire, aujourd'hui, envoie un courrier aux industriels pour dire qu'il faut revenir à la table des négociations, et vous avez raison, on se croirait dans la cour de récréation. Mais il ne s'adresse pas aux 22 000 PME, avec qui je discute tous les jours, Louise. Les 22 000 PME, c'est des gens qui me vendent de la marque de distributeur. Si demain, je ne les ai plus, je ferme mes magasins. Mais parfois vice-versa, parce que j'imagine que les PME, quand elles négocient avec vous, le rapport de force, c'est pas pour elles, en tout cas. Mais je ne peux pas me permettre. On peut citer des centaines d'exemples. 65% de mes fournisseurs ont plus de 20 ans de fidélité chez Lidl. 65% de mes fournisseurs. Arrêtez de croire... Alors, je prêche pour Lidl, je ne prêche pas pour les autres. Arrêtez de croire que je dois en permanence étrangler mes fournisseurs. Demain, je ne les ai plus, les fournisseurs. Demain, je ne les ai plus. Donc, c'est extrêmement important pour moi de préserver ce partenariat avec ces fournisseurs-là. Je le redis, les multinationales, il ne faut pas les défendre. Ils n'en ont pas besoin. Je vais prendre un exemple concret. Une PME, 20 ans de partenariat avec Lidl. Le PDG de la PME, 72 ans, d'accord, qui vient me voir. Il me dit, Michel, monsieur Biraud, si je ne passe pas les 7% de hausse, je n'y arriverai plus. Je n'arriverai plus à payer la matière première à mes éleveurs. En l'occurrence, c'est du camembert. Je peux le citer, je n'ai pas de problème. Il vient avec les 7% de hausse et il vient avec des factures. Il vient avec du factuel. D'accord? Vous ressortez de la salle où vous raccrochez au téléphone, vous dites « je passe 7% de hausse ». Vous ne vous posez pas de questions, Louise. Je vous l'assure. Et je vous invite à faire un vie ma vie avec moi pendant un mois aux achats. Ouais, je serais trop contente. Avec grand plaisir. Alors moi, ça va être un peu long. Dans les marques nationales, dans les multinationales qui produisent les grandes marques, d'accord? Les gars, ils viennent, ils vous disent « bonjour, c'est 25% de hausse sur cette bouteille ». Ok, pourquoi 25%? Parce que c'est la magie de la marque. Vous seriez d'accord de payer 25% sans aucun justificatif en face? Ben non. Et donc, on est rentré dans cette cour d'école dont vous parliez, dans cette défiance permanente, ce jeu de dupes dont parlait tout le temps Julien de Normandie. D'accord? C'est un jeu de dupes et il a raison. Et ça ne changera pas tant qu'on ne reviendra pas à des négociations normales. J'ai passé 4 mois en Espagne là, il n'y a pas longtemps. Il y a des marques nationales comme chez nous, il y a des MDD comme chez nous, mais les relations avec les marques se passent comme avec les MDD. Et bien sûr qu'il y a une tension au moment de la négo. Demain, vous achetez n'importe quel produit. Oui, et puis c'est le jeu. C'est le jeu. Bien sûr qu'il y a une tension, mais ça se passe. Et même des gens comme Lilek ou Lania vous diront la même chose. Dans les autres pays, ça se passe. Chez nous, cette loi et ces lois successives ont juste apporté de la défiance et de l'opacité. Et quand un mec il vient, il dit « il me faut 25% de hausse sans aucun justificatif », je suis désolé. Ni hier, ni aujourd'hui, et pas plus que demain, j'accepterai ces 25%. Et le contexte actuel, qui est très mouvant, accentue ces tensions. Le contexte actuel, il dit quoi? Le contexte actuel, il dit qu'il y a 1 an, il y a un décret qui est sorti du ministère de l'économie pour obliger les distributeurs à se remettre autour des tables de négociation, des marques nationales, je parle,
Encore une fois, la marque nationale doit être négociée le 1er mars. Tous les autres produits, les marques de distributeurs, je les négocie toute l'année. Je peux discuter tous les jours si je veux. Mais ça, c'est fou. Quand j'ai découvert que vous négociez tous à la même période, du 1er décembre Merci au 1er de mars, dire que c'est fou. je me dis, mais ça doit mettre dans un état de tension. J'imagine pas les journées des acheteurs à ce moment-là, parce qu'en plus, vous êtes tous dans la course au prix le plus bas, donc c'est stratégique, il faut pas se louper. Et pas que ça, Louise. Pourquoi le 1er mars? Quel est l'imbécile qui s'est levé un matin qui a dit le 1er mars? Quelle logique avec le monde agricole, si on veut reparler du monde agricole? Bien évidemment, tous les agriculteurs qui nous écoutent savent que le blé se récolte en janvier. C'est connu ça. En janvier de chaque année, on récolte le blé. Comme ça, on négocie le 1er mars. Bah non, Louise. Le blé, on le récolte en juin, en juillet, en août. Ça dépend de la région. Pourquoi on doit négocier le blé, un kilo de farine le 1er mars pour un produit pour la matière première qu'on récolte au mois de... Moi, je négocie la farine MDD au mois de septembre. Pourquoi? Parce que je sais où j'en suis avec le blé. Je négocie le vin au mois d'octobre parce que les vendanges se font au mois de septembre. On est dans une logique agricole. La date du 1er mars, il y a peut-être une logique agricole. J'allais dire le salon d'agriculture. Oui, voilà. qui est un élément exogène, qui, j'ai vu, impacter quand même les discussions, parce que personne n'a envie de passer pour le mauvais élève qui paye mal les éleveurs au moment du salon d'agriculture, qui arrive pile à la fin des négociations. On est parfaitement d'accord, mais cette date ne fait pas de sens. Oui, vous avez raison, sûr. Ça cristallise les discussions, ça met de la tension. Et ça n'a pas besoin. Dans les autres pays, comment ils font? Ça fonctionne très très bien. Et comment ils font? Ils n'ont pas ces dates butoirs annuelles? Bien sûr que non. Okay. Mon collègue espagnol, mon collègue italien, mon collègue allemand négocient Coca-Cola, Nestlé et tous les autres, comme moi je négocie ma bouteille d'eau Saguaro, comme je négocie mon camembert dont je viens de vous parler. Et puis c'est d'autant plus... là, on a deux beaux exemples sur l'année qui vient de passer, puisque l'année dernière, il y a eu la guerre en Ukraine qui a éclaté pile fin février. Au moment de la fin, vous aviez quasiment tout fini de négocier, bim, flambée des cours des matières premières. Et là, pareil... Mais c'est pour ça que Bruno Le Maire a sorti un décret qui nous a obligés de nous remettre autour de la table dès le mois de mai. Oui. Et alors là, c'était les distributeurs qui l'appelaient à se mettre autour de la table pour faire passer les hausses parce que les transformateurs le demandaient. Oui, le ministère appelait les distributeurs. Voilà. Et aujourd'hui, il appelle les industriels pour faire passer des baisses. Les baisses. On est dans le sens inverse. Et industriels aujourd'hui, c'est eux qui rechignent à se mettre autour de la table parce qu'évidemment, pour l'instant, la baisse des flambées... Je comprends. Ils s'appuient sur cette loi LME qui dit 1er mars. Donc ils disent non, les gars, revenez nous voir au 1er mars 2024. Encore une fois, ce que je suis en train de dire sur tous les plateaux, il y a un an, le ministère de l'économie a sorti un décret qui nous a obligés à nous remettre autour de la table. Pourquoi ne faisons-nous pas un cadre légal, un décret ou autre, d'accord, pour remettre les industriels autour de la table? Je ne demande pas aux multinationales des baisses systématiques. C'est pas parce que le blé a chuté de 50% que le paquet de biscuits, je dois l'acheter moins 50%, ou que l'industriel doit me faire 50% de baisse sur mon prix d'achat. C'est pas ça mon discours. Mon discours, et ce qui m'énerve, c'est quand vous appelez les multinationales, par rapport au courrier que Bruno Le Maire leur a envoyé en les incitant à se remettre autour de la table, ils font les morts. Il n'y a même pas une réponse, ils décrochent même pas le téléphone. Moi, ce que je demande, c'est encore une fois, comme ailleurs en Europe, une relation de partenaire, de confiance. Si demain, citons carte noire, le cours mondial du café est en train de chuter, a chuté de 15%. Dans un paquet de café carte noire, il n'y a que du café. Mais pas que. Il y a des salaires, des gens qui le mettent en sachet, des gens qui le transforment, etc. Tout ça, je ne suis pas bête, je le comprends. Ce qui me dérange, c'est que carte noire ne donne pas signe de vie. Qu'on vienne me voir pour me dire, Monsieur Biraud, regardez, avec du factuel, des factures A-1, A+1, etc. Enfin, A-1 par rapport à A. Et qu'on me dise, Monsieur Biraud, oui, le café baisse de 15%. Mais je ne peux pas ni vous passer 15% de baisse, pas plus que 10, pas plus que 5. Oui, mais est-ce que ce que vous demandez, c'est pas utopique? Et d'ailleurs, Julien de Normandie demandait beaucoup la transparence des marges aussi, mais c'est à l'inverse de tout ce qu'on apprend en école de commerce. En école de commerce, on apprend à sortir ces chiffres. Sauf que l'industriel, il a un avantage sur moi, c'est que mes marges, il les connaît. Hein. Vous, industriel qui me livrez cette bouteille d'eau, vous savez parfaitement combien je vous l'achète. Et comme vous êtes cliente chez moi, vous savez combien je la vends. Donc vous connaissez au centime près ma marge. Moi, je ne connais pas celle des industriels.
On a parlé de la relation entre distributeurs et fournisseurs. Là, je pense qu'on a compris que c'était tendu et qu'il allait falloir trouver des solutions et qu'en tout cas, ça avait un impact sur la rémunération des agriculteurs parce qu'en attendant, c'est bien eux qui en pâtissent parce que personne n'arrive à se mettre d'accord qu'on leur reverse le juste prix. J'aimerais parler des distributeurs en tant que tels. Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas un rôle, d'une part parce que le marché est structuré où c'est une situation oligopolistique, où vous êtes 7-8 gros à s'être imposés. C'est rare les marchés où il y a 7-8 acteurs. Alors là, je me permets, Louise, je mets un bémol quand même. Parce que ça aussi, c'est un petit peu énervant d'entendre dire que la distribution est hyper concentrée et les industriels, ils sont X milliers. Les multinationales dont on parlait, prenons juste l'exemple du jambon. Combien d'industriels font du jambon en France ? Ouais. Je parlais plus là, je voulais pas vous comparer. Oui, vous avez raison. Il y a deux industriels qui se partagent 90% du marché du jambon. Herta, Fleury. Ouais. Il y a deux industriels qui se partagent 90% de la compote de pommes. Materne, Andros. Il n'y en a pas 50. Hein. Et nous, on est concentrés. Alors, je l'entends, pas de problème. Mais c'était juste pour... Je referme la parenthèse. Oui, bien sûr. Et je le disais plus vis-à-vis du monde agricole. 450 000 agriculteurs, 6 centrales ou 7 ou 8 centrales ou 10, j'en sais rien. C'était plus dans ce sens-là que je le disais. Mais c'est pour ça qu'il faut protéger le monde agricole. Et j'en revenais à mon point, c'est vous êtes aussi tous dans une course au prix le plus bas. Vous avez habitué le consommateur à payer peu cher l'alimentation. Et aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas une responsabilité aussi d'avoir tiré les prix vers le bas, ce qui arrange tout le monde, hein, y compris l'État, et on vous jettera pas la pierre parce qu'en vrai, ça serait hypocrite. Tout le monde est bien content d'aller payer ses courses pas cher et l'État le premier et le consommateur le premier. Mais est-ce que quand même cette course vers le prix le plus bas, elle n'a pas sa part de responsabilité dans, le mot est fort, la disparition du monde agricole, mais en tout cas sa diminution et la diminution du nombre d'agriculteurs. C'est 1,6 million dans les années 80, 450 000 aujourd'hui quand même, c'est pas rien. Et on en perd combien ? 100 par an. Ouais. C'est une catastrophe. Mais vous avez 100% raison, Louise, 100% raison. Bien évidemment, et on va mettre le mot dessus, hein, c'est pas juste le prix bas, c'est la guerre des prix qui a amené à cette situation catastrophique le monde agricole. Donc bien évidemment, on a une part de responsabilité et je me sens responsable à ce titre. Mais la mise en place, il y a eu un changement d'habitude de consommation qui a été encore plus marqué par le Covid. Les Français, il y a 10 ans, s'en fichaient de savoir d'où venait leur cochon, d'où venait leur lait. Aujourd'hui, ils veulent manger français, ils veulent boire du lait français. Donc ça, c'est une chance pour la souveraineté alimentaire française. Mais vous le notez dans les chiffres parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une mode pendant le Covid et que... Non, on le note dans les chiffres. Non, moi je le vois même dans les commentaires clients sur la hotline, enfin sur le service client. Bien sûr qu'on le voit. Aujourd'hui, ils ne veulent plus acheter, et ça m'arrive, j'ai encore dans la charcuterie quelques produits qui ne sont pas français. Je le vois dans les chiffres, les Français veulent manger français. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que la guerre des prix a amené à cette situation catastrophique du monde agricole. Par contre, à nous, et c'est là où on a une grande responsabilité, les distributeurs, d'une, à arrêter cette guerre des prix. Mais ça, c'est pas simple, parce que je m'appelle Lidl, je m'appelle pas Monoprix ou le Bon Marché. Ouais, d'accord ? Et donc, je regarde un marché concurrentiel. Je vais vous citer un exemple. Pour aller dans votre sens, le lait. Le lait, pendant des années, se vendait 68 centimes. Il y a 3 ans de ça, 70 centimes, pour arrondir. 70 centimes, prix de vente du litre de lait. Un éleveur, aujourd'hui, en dessous de 50 centimes, il ne peut pas vivre. Donc les 20 centimes qui restent doivent suffire pour nourrir, entre guillemets, en tout cas pour suffire à la marge du distributeur et de l'industriel. C'est impossible. Donc, on a dit, on monte le prix du lait. Alors déjà, il faut que tout le monde suive, d'accord ? Parce que quand il y a des distributeurs qui sont livrés par des industriels qui peuvent vendre 70, 60, aujourd'hui encore 80 centimes, je suis désolé, ce n'est pas acceptable. Donc, moi aujourd'hui, le litre de lait, on le vend 95 centimes chez Lidl pour pouvoir payer 50 centimes les éleveurs. D'accord ? Ou 49,5 les éleveurs. Mais, quand vous mettez un lait équitable en rayon à 1,27 €, et je ne citerai pas le lait équitable, mais tout le monde le connaît, on en vend 100 fois moins que celui que je vends 95. Et c'est là aussi que le consommateur doit changer de mentalité, et je le dis souvent, ça dérange personne en France d'acheter un litre de coca à 3 €, mais de payer un litre de lait à 1 €, ça emmerde tout le monde. Pardon pour le mot vulgaire. Mais c'est une réalité, ça. Donc il faut que les consos soient aussi conscients qu'un prix d'un produit qui est issu du monde agricole, eh ben ça a un prix, ça a un coût. Et il faut le payer. Et moi, j'ai d'ailleurs dit à M. Macron que j'étais prêt
et je m'engageais à vendre le premier distributeur à vendre un litre de lait à 1 euro. Mais il faut que les premiers prix arrêtent d'être vendus, quoi. J'ai offert à M. Macron un t-shirt sur lequel était écrit « Les vaches premier prix n'existent pas ». Pourquoi on vend encore aujourd'hui du lait premier prix ? Plutôt que de faire un article 3 de la loi des Crozailles qui défend 90 multinationales, faisons un article 5 de la loi des Crozailles qui impose un prix minimum garanti à l'éleveur. Tout le monde, on est suffisamment de gens intelligents dans ce pays pour dire qu'un litre de lait en dessous de 50, on ne peut plus l'acheter. Eh bien, on le paye 50. Ça veut dire que Lactalis, Sodial et tous les autres doivent payer 50, tous les éleveurs. Et après, on continue à se taper dessus entre l'industriel et le distributeur. Mais les éleveurs, on les a sortis de la discussion et de leur marasme et surtout de leur rémunération qui ne leur convient pas. Pourquoi on ne fait pas une loi dans ce sens-là ? Parce que je vous expliquais tout à l'heure que cette bouteille d'eau, je n'ai pas le droit de la vendre à perte. Sinon, on me punit. Tout le monde sait qu'un litre de lait, on ne peut pas en dessous de 50 centimes, le coût de production n'y est pas, mais ça ne dérange personne qu'on les paye 45. Ils sont à perte. Il n'y a pas de loi qui les protège. Il y a une loi qui protège ça. Il y a la loi Egalim qui tente de le faire. Qui tente de le faire. Mais vous l'avez justement dit tout à l'heure, LME toute puissante arrive encore à détourner. On le voit que le système arrive quand même à s'adapter, mais au final, quand il est au pied du mur. J'entends par exemple les éleveurs laitiers, par exemple l'année dernière, où c'était soit tout le monde mettait la clé sous la porte, soit on les payait. On a finalement passé une hausse liée à la hausse des coûts en Ukraine, etc. Ouais. Mais en fait, c'est quand on arrive, et la question c'est, est-ce que demain, si jamais vous n'arrivez pas à vous entendre dans les temps, est-ce que demain, ça ne sera pas trop tard ? Parce que vous le savez aussi bien que moi, sur l'élevage laitier, par exemple, avant que de s'installer, la transmission des exploitations, si elle n'est pas transmise au moment où elle met la clé sous la porte, c'est quasiment perdu, parce que se réinstaller, c'est trop coûteux. C'est fini. Donc, une ferme laitière qui a vendu ses vaches, c'est définitif. Plus jamais il n'y aura de vaches sur cette ferme. Plus jamais. Et du coup, est-ce que c'est pas déjà trop tard ? Vu qu'il en reste déjà très peu. Et comment vous voyez l'avenir je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Comment on redresse la situation ? Donc, il faut rester optimiste, Louise, sinon on va j'espère, sauter. sinon moi j'ai plus de podcast La Clé des Champs, donc il va falloir que vous les sauviez. Vous n'avez plus de job et moi je vais sauter par la fenêtre tout de suite. Donc non, restons optimistes. Moi je le disais tout à l'heure, les Français veulent manger français. Ça c'est notre chance. Donc il faut que tout le monde y mette de la volonté, mais tout le monde. Il faut qu'on ait du courage politique, il faut qu'on ait de la volonté du côté des distributeurs et des industriels pour préserver la souveraineté alimentaire française et donc sauver le monde agricole français. Ça passe par, bien évidemment, et en priorité par le prix, et c'est pour ça que j'ai mis en place tous ces contrats, qu'on va beaucoup plus loin aujourd'hui pour la rémunération des éleveurs qui sont derrière notre viande et notre lait. Et il faut que tout le monde aille dans ce sens-là. Il faut que certains distributeurs aient suffisamment de volonté pour dire j'arrête de vendre du lait à 80 centimes. Parce qu'à 80 centimes, mathématiquement, je ne peux pas payer correctement un éleveur. Donc j'arrête de le vendre. Parce que celui qui vend du premier prix à 80 centimes, forcément, il tire tout le marché vers le bas. Moi, je suis prêt, encore une fois, à vendre mon lait 1 euro et je le vends 95 déjà. Je suis le distributeur qui vend le lait le plus cher de France. Faut le dire quand même. Donc, bien sûr que ça m'embête parce que mes collègues de la vente, ils me disent « Michel, on va chez le concurrent, il est 10 centimes moins cher, 13 centimes moins cher. » Ouais, mais moi, je veux essayer de sauver le monde agricole français. Donc, non, c'est pas trop tard. On va s'y atteler. C'est en train de bouger. Egalim, l'avantage d'Egalim, il faut le dire quand même, c'est a fait bouger les lignes, a apporté des changements de mentalité chez les uns, chez les autres. Donc, aujourd'hui, les éleveurs vivent mieux qu'il y a 5 ans en arrière, qu'il y a 3 ans en arrière. Mais il faut que ça perdure. Il faut qu'on continue à les accompagner pour justement pouvoir continuer à avoir de la came française demain dans les rayons. Mais il y a un autre sujet qui est important pour préserver cette souveraineté alimentaire française, et vous l'avez évoqué, c'est la reprise des exploitations, c'est la transmission des exploitations. Quel jeune aujourd'hui, un jeune, d'une, il ne va certainement pas reprendre la ferme de ses parents, qui est déficitaire, qui est endetté, certainement pas. Et deuxièmement, quel jeune aujourd'hui, qui entendent à la télé partout, télétravail, machin truc, enfin, c'est un truc de dingue. Qui a envie de bosser 7 sur 7 dans une ferme qui va traire les vaches tous les matins et tous les soirs ? J'en connais aucun. Même les fils d'agriculteurs ne veulent plus le faire. Donc il faut travailler, c'est ce qu'on s'efforce à faire aussi, parce que j'ai découvert il y a 4 ans, 5 ans, le service de remplacement. Et là, je demande aussi, je lance un appel à l'État, au ministre de l'Agriculture. Il faut aider ce genre d'initiative, comme le service de remplacement, qui sera nécessaire demain pour la transmission des exploitations, quelles qu'elles soient, des exploitations agricoles.
Pourquoi ? Vous avez fait une collecte du coup, non ? On fait des collectes chaque année, on les accompagne. Alors à notre niveau, on ponctionne quelques centimes sur nos produits qu'on vend sur la semaine du salon d'agriculture et on leur remet des chèques entre 200 et 300 000 euros. Pardon. Et ça leur paye aujourd'hui 6-7 000 jours de congé en fait, qu'ils puissent donner. Donc c'est quoi, peut-être pour expliquer aux auditeurs, le service de remplacement, c'est tout simplement une espèce d'agence intérimaire qui... Quand un éleveur laitier veut se prendre un week-end, il fait appel au service de remplacement et le service de remplacement. Donc, ça veut dire que l'éleveur laitier cotise quelques dizaines d'euros, c'est pas très cher, au service de remplacement chaque année. Et le service de remplacement lui fournit une personne, lui met une personne qui sait s'occuper d'un troupeau laitier et qui lui permet d'aller soit une semaine en vacances, soit un week-end, ou tout simplement, parce qu'il n'y a pas que des agriculteurs, il y a aussi des agricultrices et qui ont la chance d'être maman un jour. Et ces gens-là, en général, ils ne prennent pas de congé maternité. Et le service de remplacement leur permet de prendre un congé mat. Quoi. Oui, très bien. Donc ça, c'est très important et il faut que l'État, je pense, s'empare de cette problématique pour inciter les jeunes, même non issus du monde agricole, et envie demain de reprendre une ferme ou une exploitation agricole. Très bien. Et ensuite, pour finir sur les acteurs majeurs là, du système alimentaire français, donc il y a les agriculteurs qui, je trouve, ont 3 handicaps. Et vous allez me dire, on va parler de chacun d'eux. Mais le premier, je me demande aussi dans quelle mesure il n'a pas parfois sa... je vais en fâcher, mais il n'a pas sa responsabilité dans ces négociations, etc. De par... en fait, le monde agricole est très organisé. Et parfois, ils donnent le sentiment de presque trop l'être et que c'est compliqué pour eux de parler d'une seule et même voix. Et comme en face, ils ont des mastodontes, s'ils n'arrivent pas à se regrouper pour parler ensemble, en fait, c'est foutu, quoi. Et est-ce que déjà, le monde agricole n'aurait pas un axe de progression là-dessus ? Mais je pense que toutes les organisations syndicales agricoles sont parfaitement conscients que le monde agricole a aussi une part de responsabilité dans cette situation. Et ils nous le disent, ils le disent. Après, je ne vais pas leur jeter la pierre. C'est facile de dire il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'ils se... Mais là où vous avez raison, même moi aujourd'hui, je ne peux pas travailler avec J'ai tous les jours des éleveurs qui m'appellent, qui me disent Monsieur Bureau, j'ai entendu, ça a l'air vraiment chouette vos histoires de tripartite, je voudrais bosser avec vous. Ok, mais vous faites partie de quel groupement ? Ah non, moi je suis tout seul, moi. Bah ouais, mais moi tout seul, je ne peux pas, quoi. Et donc, bien évidemment qu'il y a aussi encore des problèmes dans le monde agricole. Il faut qu'ils se réunissent, il faut probablement que les organisations syndicales agricoles de ce pays fassent aussi un travail de fond pour avoir plus de poids et pour peser plus dans les discussions avec les industriels. Et c'est vrai que moi, ça me désole quand je vois certains contrats d'industriels avec un éleveur. Les contrats sont tellement verrouillés que l'éleveur ne peut pas en sortir. Parce que s'il en sort, il doit payer une pénalité qu'il n'a pas les moyens de payer. Rien que ça, déjà, ça devrait être interdit dans ce pays. On fait des lois pour tout et n'importe quoi, mais on ne protège pas à travers une loi juste le contrat entre un éleveur qui est tout petit, c'est pas péjoratif, par rapport à un mastodonte de multinationales qui lui achète sa matière première. Donc déjà, rien que là, il faudrait travailler sur le sujet. Remettre en place des choses où l'éleveur peut, s'il le souhaite, demain, changer de crèmerie, tout simplement. Partons de là, quoi. Ouais. Mais oui, il y a aussi du travail au niveau du monde agricole. Encore plus quand... et c'est le deuxième handicap que je leur trouve, c'est qu'ils ont des matières premières périssables qui sont complètement externes à eux, mais du coup, des fois, ça doit ça les coince, parce que quand ils ramassent les fraises, ils ont 3 jours pour les vendre. Donc, à la fin, ça aussi, ça les dessert dans le rapport de force, parce que de toute façon, soit ils les vendent au prix qui est demandé, soit ils les jettent. Donc, cette temporalité de la périssabilité des produits aussi ne va pas dans leur sens. Oui, on est d'accord. C'est un poids pour eux, mais en même temps, nous, les fraises, on en a besoin. Donc quand moi, j'ai un agriculteur, un producteur de fraises qui m'appelle, qui me dit « Michel, j'ai 50 camions de fraises qui vont partir à la confiture. Aidez-moi à les liquider. » Mais moi, je lui dis « Bingo tout de suite. » Il m'appelle le mercredi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai vendu les fraises, les 50 camions, facile. Alors oui, il faut définir le prix. On m'a taxé il y a 3 ans de casser le prix de la fraise, pour reprendre juste cet exemple parce que je l'ai en tête. Je l'avais pris par hasard. Hein. Mais c'est un exemple concret. On m'avait taxé, la OP fraise m'avait dit Lidl casse la fraise, sans même m'appeler. Je n'ai pas cassé la fraise. J'ai acheté la fraise aux producteurs avec lesquels je travaille depuis des années
parce qu'ils m'ont alerté, ils ont tiré la sonnette d'alarme en disant on va béner. Il y a un pic de production parce qu'il a fait très chaud dans le sud, il faut qu'on dégage de la fraise. Quand on m'appelle, je leur dis ok les gars, je mets quoi comme prix? On convient d'un prix, parce que si je les vends 3 euros, je ne vais pas les vendre. Il faut les dégager, ça s'appelle du dégagement. Donc j'aurais acheté, à l'époque c'était il y a 3 ans, 1,68 la barquette. J'ai vendu 1,99. On m'a taxé de casser le prix de la fraise. Donc la personne qui m'a taxé de ça, je l'ai mis autour de la table et j'ai invité les producteurs de fraises qui travaillent avec nous. Et j'ai même pas ouvert la bouche, j'ai pas parlé. Et les producteurs ont dit à ce monsieur, écoutez, la même semaine, Lidl nous a acheté les fraises 1,68 €. Les a vendues certes 1,99. Ça veut dire que là en marge, on était à 0. Mais moi la marge, certes, j'ai rien gagné dessus. Mais en image, j'ai gagné énorme parce que tous les clients sont venus chez moi pour les acheter les fraises. Et quand ils achètent des fraises, ils ont acheté des melons, des concombres, ils ont acheté du jambon, ils ont acheté la perceuse, etc. Donc c'est bénéfique pour moi. Et il dit la même semaine, il y a un autre grand distributeur qui, la même barquette de fraises, me l'a acheté 1,56 et l'ont eux vendu 2,29. Alors c'est qui le méchant dans l'histoire? C'est moi qui vends 1,99 pour dégager 50 camions ou l'autre qui pète le prix d'achat à 1,56 et pour vendre 2,29 et qui en vendra 3 fois moins, quoi. Donc vous voyez, vendre pas cher ne veut pas dire acheter pas cher. Moi, je peux me permettre et je me dois de rémunérer correctement les producteurs pour demain continuer à en avoir. Parce que Lidl, notre modèle, notre ADN, nous permet de vivre avec beaucoup moins de marge que n'importe quel autre concurrent. Justement, vous pouvez nous détailler ça? Pourquoi c'est ça qui vous permet de... Parce qu'en fait, il y a un paradoxe, et d'ailleurs on parlait du salon de l'agriculture, mais je pense qu'il y a encore du grand public, et c'est bien, vous avez encore il y a de quoi faire encore en communication, mais je pense que le grand public, des fois, se dit, mais que fait Lidl là, en fait? Je pense que des fois, le grand public s'offusque de ça, parce qu'il y a une forme de schizophrénie dans la communication, où d'un côté, on assure le prix du plus bas, et d'un autre, on dit qu'on rémunère bien les agriculteurs. Oui. Est-ce que les deux sont vraiment faisables? Et si oui, quelles sont les spécificités de votre modèle qui vous permettent de le faire? Je le répète, je viens de le dire, mais... notre modèle nous permet de vivre avec beaucoup moins de marge que n'importe quel autre distributeur. Comment on fait? C'est très simple, c'est un modèle de simplicité. C'est un modèle de pragmatisme et de bon sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus gros poste d'économie chez Lidl, c'est la logistique. On a un modèle logistique qu'on a construit à travers toute l'Europe, à travers nos 32 pays où Lidl est présent, qui n'a pas d'égal en Europe. On est les meilleurs logisticiens en Europe et c'est sans aucune prétention que je vous le dis. Appelez n'importe quel producteur de fruits et légumes et demandez-lui comment se passe la logistique avec Lidl. J'ai pas de problème, tous vous diront comme sur des roulettes. C'est de l'horlogerie suisse. On a mis en place des centralisateurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enseignes qui vont acheter chez le producteur d'asperges dans le sud-ouest 2 palettes. 3 palettes pour ce magasin, 5 palettes là, 1 palette là, etc., etc. Nous, on n'achète que du camion complet. Ça veut dire que le producteur va me livrer que du camion complet sur 2 entrées. On a 1600 magasins, et c'est peut-être là que je vais expliquer l'organisation d'Idol. On a 1600 magasins qui sont livrés par 25 plateformes logistiques. Et ces 25 plateformes logistiques pour le fruits et légumes sont livrées par 2 centralisateurs. Nord, Sud. Ça veut dire que 90% de mes fournisseurs de fruits et légumes livrent que du complet sur ces 2 bases. Premièrement, on économise de l'argent monstre en logistique. Deuxièmement, en qualité de produit, on est imbattable. Parce que plutôt que d'avoir 1600 personnes qui agréent les fruits et légumes, j'ai 2 équipes de professionnels, une dans le nord, une dans le sud, qui m'agréent la totalité de la gamme. Donc en termes de qualité fruits et légumes, on est les meilleurs sur le marché aujourd'hui. Les meilleurs, sans aucune prétention, une fois de plus. Et donc, toutes ces économies-là, plus les coûts d'exploitation, il n'y a pas de musique dans nos magasins, il n'y a pas de parquet par terre. C'est simpliste. On a 1500 mètres carrés, on n'a pas 10 000 mètres carrés. Donc, toutes ces économies, bout à bout, font qu'on peut vivre avec moins de marge que d'autres distributeurs. Et c'est clairement une réalité. Est-ce que cette stratégie-là de mieux rémunérer les agriculteurs, donc les contrats tripartites qui, quand même, j'imagine, demandent plus de temps de travail, le fait de faire un peu de local ou en tout cas de votre gamme saveur de nos régions,
Est-ce que ça met pas en péril votre stratégie du fait que ça peut ajouter des références? Et on le sait, votre modèle, il marche, vous l'avez dit, parce qu'il y a très peu de références. Et dans tous les magasins Lidl, au final, on retrouve les mêmes produits au même prix, si je résume. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en allant vers cet axe-là, finalement, vous perdiez les avantages de votre mode de fonctionnement? Non, parce que l'ADN de Lidl, elle est la même depuis 30 ans. On a toujours la même, on a gardé et on gardera toujours la même ADN, assortiment restreint, un besoin, un produit. Ça, on le garde. On a développé du régional, saveur de nos régions, vous l'avez dit, et on est allé au-delà. On développe aujourd'hui des corners locaux, avec 20-30 références très locales. D'accord, sans marque spécifique, produits par des TPE, voire des artisans, quoi. Mais ça, on le fait parce qu'il y a une demande réelle du consommateur en face. Donc, je m'en cache pas, une fois de plus, c'est bien évidemment pour répondre à cette demande du consommateur et pour faire de la communication, pour communiquer sur le fait qu'on soit, même si on s'appelle Lidl, même si on a une centrale d'achat ici à Rungis, on peut faire du local sans problème. Dans la salade, je fais du local tous les jours. J'ai des fournisseurs de salade, des producteurs de salade partout autour de mes 25 plateformes logistiques. Mais ce que je vais expliquer à travers ça, c'est que, regardez, ça fait 9 ans consécutifs qu'on est au Salon de l'Agriculture. Mais la meilleure des publicités qu'on a jamais fait chez Lidl, c'est celle que me font les agriculteurs. Les 5000 éleveurs avec qui je suis en tripartite, c'est ma meilleure force de vente et de publicité. Il n'y a pas mieux. Et elle me coûte un contrat tripartite. Et un peu de travail en plus pour rédiger ces contrats. Le jeu en vaut largement la chandelle. Donc c'est gagnant-gagnant. Et c'est ça qui est génial. C'est que les 5000 éleveurs sont contents de travailler avec Lidl parce qu'ils sont rémunérés à leur coût de production. Et en plus, moi, je suis le plus heureux parce que tous ces éleveurs, ils parlent de nous en permanence. En permanence, ils parlent de nous. Autour d'eux, quand on dit toujours une personne contente en fait 50 autres, une personne mécontente, non, on fait 10 autres et une personne mécontente en fait 50. Mais c'est pas grave, ils en font 10 des contents, mais c'est juste extraordinaire. Ça nous fait une publicité qui est juste dingue et qui n'a pas de prix, quoi. Et j'ai fait mes devoirs, je suis allée à Lidl avec ma mère samedi dans les Landes pour aller voir un petit magasin. Non, mais je me posais la question, et d'ailleurs c'était la question de l'auditeur, Laure. En fait, je me posais la question des SICO, donc des produits qui sont sous certification, bio, label rouge, IGP, AOP, qui existent dans vos rayons, mais qui restent quand même des plutôt anecdotiques. Je suis pas d'accord. Je vais me faire gronder quand je dis ça, oui, mais quelle est votre vision là-dessus? Ah ben c'est... Alors déjà, c'est pas du tout anecdotique. On a aujourd'hui quasiment... allez, alors ça diminue, je l'avoue, mais du bio, on a pas loin de 180 références sur 2000. Il ne faut jamais oublier que chez Lidl, il n'y a que 2000 références. Donc c'est pas loin de 10% de l'assortiment qui est bio, que ce soit en fruits et légumes ou en frais ou en sec. Par contre, le bio, faut être très clair aujourd'hui, c'est une catastrophe. Le lait bio, on perd 20% des ventes. Les œufs bio, on perd 20% des ventes. C'est catastrophique. Pourquoi ? Parce que l'inflation, et ça devient trop cher. Le label rouge, je ne suis pas d'accord du tout. On a des labels rouges en poulet, en viande. Enfin, en fait, tous ces labels, pour moi, l'AOP, les fromages, on a plus de 140 fromages AOP, AOC, quoi. Je me fais vraiment engueuler, là. C'est un truc de dingue. Non, mais on va y aller ensemble en magasin, Louise. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous ouvrir les yeux un peu. C'est ma mère qui m'a mal montré les rayons. Mais non, le label rouge, aujourd'hui, c'est le label le plus reconnu en France. Et donc, c'est celui qui se vend le mieux. Donc, bien sûr qu'on a du label rouge et qu'aujourd'hui, les Français le plébiscutent. Alors, oui, le label rouge est plus cher. Donc, il y a des transferts qui se font actuellement, mais ça, c'est du fait de l'inflation. Et ça va revenir à la normalité, j'espère, dans quelques mois. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les gens qui achetaient du label rouge achètent du conventionnel. Ceux qui achetaient du conventionnel, une entrecôte, vont passer sur de la volaille, qui est de la protéine moins chère. Ceux qui achetaient du poisson vont aller sur du poisson en boîte, etc. etc. Donc, mais ça, c'est le contexte inflationniste qui veut ça. Mais moi, je suis à fond pour les labels. Et surtout, pourquoi je suis à fond pour les labels ? Parce que les clients les réclament. Le label rouge, c'est le top, quoi. Et derrière, il y a une vraie qualité. Il y a un vrai gage de qualité pour le consommateur. Et le consommateur ne s'y trompe pas, il le sait, quoi. Mais vous l'avez dit que le consommateur, en ce moment, baisse en gamme sur les produits. Est-ce que le label rouge n'est pas trop cher pour vos consommateurs à vous de Lidl ? On a encore beaucoup de consommateurs qui achètent du label rouge.
J'avoue, on a perdu des ventes sur le label, mais on a encore les consommateurs. Et encore une fois, je préfère voir le verre à moitié plein. Ça va revenir. Et déjà, moi, j'ai fait plein de baisses ces 3-4 dernières semaines. Il y a plein de baisses qui vont arriver. On va revenir à des niveaux de prix un peu plus normaux. Et enfin, pour finir sur les agris, j'avais fait que les 2 handicaps, il manquait le 3e, c'était la concurrence étrangère. Ou quand ils se retrouvent à négocier, des fois soit ils prennent le marché, soit ils le prennent pas, c'est pas grave, on ira se servir à l'étranger et avec tous les coûts de production, etc. Enfin, on le sait qu'ils sont pas les mêmes. Comment vous vous positionnez là-dessus ? C'est quoi la solution pour que aussi, qu'il y ait une concurrence loyale et pas déloyale comme c'est aujourd'hui, puisqu'on le sait, le coût de la main-d'œuvre en France est plus cher, il y a plus de normes environnementales, il y a plein de spécificités au marché français qui font que, notamment sur la filière fruits et légumes d'ailleurs, où maintenant on importe 50% des fruits et des légumes qu'on consomme en France. Un poulet sur 2 est importé, un fruit et légumes sur 2 est importé. Comment c'est une vous, catastrophe. en tant que distributeur, vous pouvez faire quelque chose là-dessus ? Tout à l'heure, je vous parlais de la volonté des distributeurs. Et bien là, c'est que la volonté du distributeur. Lidl, on a pris un engagement fort il y a plusieurs années. On ne vend plus que de la pomme 100% française, sauf la Pink Lady. Pourquoi ? Parce que la Pink Lady, je n'arrive pas à avoir 100% sur les 12 mois de l'année. Donc je suis à 70-80%. Toutes les autres pommes, c'est 100% de pommes françaises 12 mois dans l'année, Louise. J'appelle tous les distributeurs, et j'espère que vous en interrogerez d'autres que moi, à en faire de même. C'est juste une question de volonté. Oui, je vends des pommes plus chères que d'autres, sauf que la mienne est origine France, quand chez les autres, c'est origine très récemment polonaise. Très récemment. Alors qu'on a beaucoup de pommes en France. Il y a un distributeur qui vendait de la pomme polonaise. Je suis désolé, ce n'est pas acceptable. Et grâce à cet engagement, et on en est très fiers chez Lidl, au salon d'agriculture de cette année, l'Association nationale des pommes et des poires, et je ne le savais pas, je l'ai appris, j'ai été surpris, mais j'étais très fier. Au salon d'agriculture, on m'a appelé pour venir sur un stand justement de verger éco-responsable. On nous a remis à Lidl un trophée de l'enseigne la plus engagée sur les pommes et les poires françaises. Plusieurs critères, donc ils ont mis en place un jury de 20 ou 30 personnes qui ont jugé chaque distributeur sur la qualité des produits, l'origine des produits, les négociations avec les producteurs, d'accord ? Est-ce que c'est des négociations faires ou pas trop faires, etc. Il y avait, je ne sais pas, 10, 15 critères. Lidl a obtenu la note de 9,6 sur 10. C'est pour ça qu'on était premier et qu'on a obtenu le trophée. Quand d'autres distributeurs, et je ne les citerai pas, qui vendaient de la pomme polonaise, ont eu un 2,4 sur 10. Donc, je le répète, c'est juste une question de volonté. Mais vous avez parfaitement raison. La concurrence déloyale avec l'Europe, et notamment l'Espagne sur les fruits et légumes, je la trouve terrible. Parce que les produits que les Français ont le droit d'utiliser, ou que les Espagnols utilisent, sont interdits en France. Enfin, des aberrations et des inégalités, il y en a tellement que ça devrait presque être interdit de laisser importer des produits qui n'ont pas les mêmes règles sanitaires que les produits qui sont produits en France par nos agriculteurs. Donc je suis parfaitement en phase. Donc Lidl sur la viande volaille, on est 100% de viande bovine porcine française, 100% de lait français chez Lidl, 80% de volaille française, parce que pour l'instant je n'arrive pas à avoir les volumes suffisants pour être à 100%. Et sur le fruits et légumes, l'objectif est très simple. L'équipe de Vincent le sait très bien, je suis intransigeant là-dessus. Chaque fois que c'est possible en fruits et légumes, j'ai du français dans les rayons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que bien évidemment, Louise, au mois de janvier, oui, j'ai des tomates marocaines. Bien sûr que je peux, si j'applique la volonté dont je parlais tout à l'heure, je pourrais dire, et je ne vends plus de tomates marocaines en janvier. Ouais, mais vous, Louise, vous serez la première à aller voir mon concurrent pour en acheter. Donc je dois, à un moment donné, par contre, si au mois de mars, ou au mois de février, j'ai déjà les premières tomates françaises, je m'engage à les mettre en rayon. Et quand je dis chaque fois que c'est possible, ça veut dire que, prenons l'exemple de la cerise. Il y a 2 ans, on avait un gros problème sur la cerise à cause des gels. Je n'avais pas de cerise française suffisamment de volume de cerise française pour arroser les 1600 magasins. Donc, je privilégie toujours le bassin de production. D'accord ? Donc, il y avait de la cerise française dans tout le bassin de production, qui est Rhône-Alpes. Et oui, en Bretagne, il n'y avait pas de cerise française. Mais
j'ai encore une fois le choix de ne pas en mettre ou de proposer de la cerise étrangère que tout le monde propose. Chaque fois que c'est possible, et si un jour, Louise, je vous mets au défi, la prochaine fois, j'espère que vous irez un peu plus souvent chez Lidl, la prochaine fois, vous y allez, si vous voyez un fruit ou un légume qui n'est pas français et que vous vous posez la question, mais Biro, Michel, il m'a raconté les cracks sur notre podcast, vous m'appelez personnellement et je vous dirai pourquoi elle est à cet instant-là pas française. Et ça tombe bien parce que j'ai un exemple déjà, puisque je Génial. l'ai fait mon travail. Mais donc dans le Lidl où je suis allée, j'ai compté à la volée, donc peut-être qu'il y a eu un petit loupé, mais j'ai compté 81 variétés de fruits et légumes sur l'ensemble de l'étalage. En tout cas, panneau avec des prix. D'accord, il y en a 140. Bon, déjà ça part mal. Vous avez fait qu'un côté en fait. Non, j'ai fait les deux côtés et des deux étals. Hein. Bon, je vous donne les chiffres que j'ai eu. 81, 43 origines françaises. Donc ça faisait à peu près 53% de fruits et légumes d'origine française. Mais j'ai l'exemple de la tomate cerise, où en fait vous aviez 4 variétés de tomates cerises françaises à tous les prix, de 2 à 6 euros avec des montées en gamme. Et une marocaine à 99 centimes. Ouais. Et je me suis dit... En fait, tout le travail il est fait sur la française. Il y a une gamme de prix. Et pourquoi mettre la marocaine à côté ? Et vous achetez quoi alors ? Moi, maintenant que j'ai le podcast, je suis obligée d'aligner mes actes et mes paroles. Donc, évidemment que j'achète la française. Ouais. Mais je vous rejoins. Et ça m'amène au point suivant, qui est l'acteur, le dernier dont on n'a pas parlé, c'est le consommateur. Ouais. On a cru au mythe du consomme-acteur. Et on voit, parce que vous allez me dire que vous mettez la tomate cerise marocaine pour répondre à la demande du consommateur qui veut du prix. J'imagine que c'est votre réponse. Mais... Alors, oui. Alors, on a fait des tests parce qu'on a discuté avec l'AOP Tomate, qu'on connaît bien, et notamment Rougeline. On a dit, allez, on fait un test et on enlève la tomate marocaine à 99 centimes. Ouais. Et je suis allé visiter, juste pour votre information, je suis allé visiter les serres marocaines, qui par ailleurs sont exceptionnelles. Hein. Ça vaut le coup d'être visité. Azura, pour ne pas les citer, c'est très impressionnant. Qui arrive effectivement à sortir de la tomate cerise en 200 grammes à 99 centimes. On les a enlevés sur beaucoup de plateformes en été. Ça a été une catastrophe. On a perdu des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que tous mes copains mettent de la cerise marocaine toute l'année en rayon à 99 centimes. Et donc on a dit, on n'a pas le choix et on s'est mis d'accord avec l'AOP Tomate. C'est toujours en discussion. Hein. Je ne fais jamais rien contre un groupement de producteurs ou contre une AOP. Et on a décidé de la remettre. Mais, et vous l'avez cité, on a 3 références de tomates cerises françaises à des prix différents. Et après, à un moment donné, le consommateur, il faut qu'il fasse son choix. Quoi. Donc vous avez raison, le consomme-acteur, c'est facile de le dire, mais dans les actes, c'est un peu plus compliqué. Ouais, donc parce que là, en fait, il n'y a pas eu de transfert entre la tomate marocaine et le premier prix de tomate française. Non, zéro transfert. Zéro transfert. Donc nous, distributeurs, de pousser un maximum la tomate cerise française pour que les clients l'achètent et se détachent de la tomate marocaine. 100% d'accord. Mais je ne peux pas. C'est comme la fraise. On a aujourd'hui encore un plateau de fraises espagnol. Mais j'ai de la gariguette, j'ai de la cléry et je fais les dégagements avec tous les fournisseurs chaque fois qu'on me le demande et chaque fois qu'il faut le faire. Mais oui, j'ai encore un plateau d'1 kilo d'espagnol. Et effectivement, ça nous mène à la fin de cet entretien, mais c'est le consommateur qui est le grand absent de toutes les discussions finalement entre agriculteurs, fournisseurs, distributeurs, et pourtant qui a une clé de par sa propension à payer et de sa carte bleue. Mais on voit qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a longtemps espéré qu'il y ait une demande qui permette de faire évoluer le système vers une agriculture plus verte, plus durable, plus bio, plus locale, blablabla. Sauf que là, on voit bien qu'en période de crise, le budget alimentaire, c'est la variable d'ajustement. Je voyais à Télématin ce matin qu'il y a une hausse des visites des parcs d'attractions, une hausse des concerts. Les gens, ils veulent préserver leurs loisirs, mais ce que je ne juge pas. Hein, mais comment on voit bien que c'est pas le consommateur qui tirera le wagon vers même pour relever les enjeux du changement climatique, etc. Ça viendra pas du consommateur parce que quand il est dans le rayon, il est drivé par le prix. Du coup, comment on le rééduque et est-ce que c'est votre rôle ? Parce que vous êtes quand même, comme vous dites, vous ne faites pas de la philanthropie, vous êtes là pour gagner de l'argent aussi. Au bout d'un moment, il y a une demande, vous y répondez. On ne va pas vous jeter la pierre. On est d'accord. Mais est-ce que c'est le rôle de l'État ? Est-ce que c'est le vôtre ? Comment on fait ? Je pense qu'on a tous une part de responsabilité et le consommateur en a une grande. Parce que vous l'avez dit, il est consommateur et il a le pouvoir d'achat entre ses mains. Ça, c'est une chose. Mais en fait, il veut il veut énormément de choses, le consommateur.
On a fait des tests, on a pris des étudiants, on les a mis en entrée de magasin et en sortie de magasin, avant la caisse, enfin en entrée et après les caisses. Et on leur a dit bonjour madame, bonjour monsieur, est-ce que vous êtes sensible aux problématiques du monde agricole? Tout le monde a répondu oui. 100% des questionnés ont répondu très sensibles. Ouais, les pauvres, il faut les aider, il faut les soutenir, il faut vraiment qu'ils continuent à pouvoir vivre de leur métier, etc. Super. Madame, monsieur, on leur a dit, dans les rayons, vous allez voir, c'est estampillé, il y a du lait tripartite, il y a de la viande tripartite. Tous ces produits-là qui sont identifiés avec un logo, ils rémunèrent correctement les éleveurs. Ah, ok, c'est super, super. Et après, vous attrapez les mêmes personnes en sortie caisse et vous dites, mais madame, pourquoi vous avez acheté le lait à 90 centimes? Il y en avait un à 1,05 ou à 1,25 qui rémunérait correctement l'éleveur. Ah ouais, mais bon, c'est quand même 20 centimes d'écart, quoi. Et ouais, c'est quand même... Et voilà. Donc c'est le porte-monnaie. Les intentions sont louables, sont bonnes, mais au final, c'est quand même le porte-monnaie qui a le dernier mot. Et donc, moi, ce que je dis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le lait. Les vaches premier prix n'existent pas. On n'a plus le droit, nous, en tant que distributeurs, de vendre du lait premier prix. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective de tous les distributeurs. Et là, je mets la responsabilité sur les distributeurs qui dit, aujourd'hui, en France, on ne peut plus vendre un litre de lait en dessous de 1 euro. Et je vous garantis, Louise, qu'on ne vendra pas 1 litre de moins. Si tout le marché vend minimum 1 euro, on ne vendra pas 1 litre de moins. Bien évidemment, vu que les Français, les consommateurs dont vous parlez, ils papillonnent énormément. Il n'est pas fidèle en consommateur français. Il est chez moi, il est chez Pierre, chez Paul et chez Jacques. Il n'arrête pas de papillonner. Donc si moi je vends du lait 1 euro, mais que tous mes petits copains vendent du lait 80 centimes, eh ben, j'en vendrai plus du lait 1 euro. Ouais, presque il suffit d'un qui joue pas le jeu pour que ça fonctionne pas. Exactement. Donc là, sachant que vous n'avez pas le droit de vous entendre sur des prix. Exactement. Donc soit il n'y a pas de prise de conscience collective, et auquel cas, il faut peut-être que l'État intervienne. Mais l'État va vous dire, on n'est pas dans une économie administrée, on ne peut pas intervenir. Ok, alors il faut peut-être intervenir à la base pour défendre et mettre en place un prix minimum garanti à l'éleveur, pour dire en dessous de 50 centimes, on ne peut plus payer un éleveur 1 litre de lait. Point. Et on a réglé le problème. Ou alors, j'ai une solution, mettre dans une loi, dans un texte de loi, d'imposer aux distributeurs, aux industriels et aux éleveurs, sur tous les produits agricoles, de signer des contrats tripartites. Très bien. Et ben, ça sera le mot de la fin. Je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui vous rend fier de vous investir dans le secteur de l'agroalimentaire comme ça depuis autant de temps? La fierté, c'est quand j'ai des éleveurs qui viennent chaque année sur le stand de Lidl au salon d'agriculture pour me féliciter, pour nous remercier. Et quand je vois, vous voyez, quand j'étais... Alors parce que dans ces démarches tripartites, l'engagement de Lidl, au-delà du prix, c'est de venir visiter les élevages. Donc moi, de mars à juin, juillet, je suis toutes les semaines, entre 2 et 3 jours, sur les élevages laitiers, bovins, porcins. Dans pas longtemps, d'ailleurs, je suis dans les Landes, chez les frères Larère, pour visiter on salue Patrick. Les producteurs de carottes et d'asperges et d'autres poireaux. Enfin voilà, je suis sur le terrain et j'adore ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, eux, besoin de nous voir pour nous montrer leur métier et leurs contraintes. Parce que tous ces métiers agricoles dont on parle depuis 1 heure, ce sont des métiers tellement techniques. J'étais la semaine dernière sur une production de pêche nectarine. Mais on ne se rend même pas compte. Même moi, j'étais là-bas et je vois, on était avec le producteur qui était devant son pêcher, avec des petites pêches grosses comme une noix pour l'instant, hein, c'est en train de pousser, et qui enlève 50% des pêches qui étaient à l'arbre, il les enlève, il les arrache et il les jette par terre. Et je le regarde, je lui dis, mais il est fou, il est en train de détruire 50% de sa production. Pas du tout. Ça s'appelle de l'éclaircissage. Voilà, donc ils éclaircissent, parce qu'il dit, Monsieur Béraud, sinon vous achèterez jamais mes pêches. Ouais. Elles seront grosses comme ça. Donc ils éclaircissent pour donner des calibres. Donc vous voyez, c'est tellement technique les métiers de l'agriculture que là aussi, c'est notre rôle peut-être, distributeur, à travers nos prospectus, à travers notre communication, d'expliquer aux consommateurs que derrière une pêche, derrière un litre de lait, derrière une entrecôte, il y a un sacré métier. Ouais. Il y a un sacré métier. Parce que le mec, il ne se lève pas juste le matin pour traire sa vache. Mais c'est incroyable, c'est une gestion, c'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise. Et ça, les consommateurs, malheureusement, il y en a trop peu qui le savent. Donc, ma fierté, c'est quand j'arrive sur une exploitation bovine et que j'ai la fan qui me dit, Monsieur Béraud, en larmes, qui me dit, Monsieur Béraud, grâce à vous, c'est véridique, sur une ferme normande, grâce à vous, on a fait 10 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire cette année.
vous imaginez même pas ce que c'est pour nous 10 000 euros sur l'année, quoi. Ça me rend fier. Très bien. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous auriez un truc pour nous pour étaler notre science au prochain apéro ou repas entre amis ? En fait, chaque année, les produits non alimentaires, je les commande avec toute l'Europe. Les 33 pays commandent dans un grand showroom les produits qu'on veut vendre pour l'année prochaine. Donc, entre le moment où je les commande et le moment où je les vends, il se passe entre 9 mois et 1 an. Et donc, on est dans un showroom où on nous présente du jardinage, la tondeuse, le taille-haie, etc. On nous présente l'outillage, la perceuse, la visseuse, le tournevis, etc. Le textile, la cuisine, le monsieur cuisine, etc. Bref. Et on arrive devant une thématique qui s'appelait la Fashion Week Lidl. Et on nous propose de commander des t-shirts Lidl, logotés Lidl, les fameuses baskets Lidl, tout ça. Et je vous le jure, Louise, je passe devant avec mon équipe qui me dit « Michel, on fait un test ?» Je dis « On arrête de fumer la moquette. Personne va acheter ces baskets en France. Véridique. On aurait dû me virer à l'époque. » Et c'est les Belges qui ont commandé les baskets et qui, l'année d'après, nous on l'avait oublié depuis belle lurette, l'année d'après les mettent en vente. Et en fait, ça a commencé par des gens comme Djibril Cissé, Booba, DJ Snake, qui commencent à nous appeler pour dire on veut les baskets. Et là, Isabelle, ma com, vient me voir, me dit il se passe un truc, il faut commander les baskets. Et ben on en a commandé 180 000. 6 mois après, on les a mis en vente. En 5 minutes, il n'y en avait plus une seule. Et quand les journalistes me demandent mais comment vous faites, enfin, c'est des idées de génie, bah, la preuve que non, c'était tout sauf une idée de génie. Mais ça ne s'explique pas, en fait. Et je pense que le fait que des gens comme Djibril, qui viennent d'un monde très populaire, hein, certes, il a réussi, il est devenu un grand footballeur, mais il m'expliquait, Djibril, parce que je l'ai rencontré depuis et on s'appelle. D'ailleurs, il a fait des pubs pour nous depuis. Il dit, mais moi, quand j'étais gamin, je me rappelle, j'allais au Lidl de Arles tous les mercredis avec ma maman, avec mes 6 frères et sœurs, quoi. Et je connais toutes les marques Lidl par cœur. Donc, c'est quelque part une revanche un petit peu. Et on est devenu aujourd'hui, alors j'aime pas trop le terme tendance, mais on est devenu une marque maligne, où c'est sympa et malin de faire ses courses. Et on trouve toujours un truc sympa. Et par-dessus le marché, c'est qualitatif. Et mince, pourquoi on dépenserait 2 fois plus sur une grande marque alors qu'on peut l'avoir 2 fois moins cher chez Lidl. Ouais. Et pour tous ceux qui se sont loupés l'achat des baskets, quand ils étaient en rayon, ils sont en vente à plus de 1 000 euros, je crois, maintenant, de temps en temps, à des ventes en enchères. Alors, je dis à tous les auditeurs, surtout ne les achetez pas à 1 000 euros. On va en refaire. Ça va revenir à 12 euros, 13 euros, vous inquiétez pas, on va en refaire. On va faire des serviettes de plage, on va faire des claquettes, des chaussettes. Ah, mais ça, c'est du scoop. Tout logoté Lidl, vous inquiétez pas. Louise, on a fait une perceuse aux couleurs de Lidl. On en a mis 80 000 unités en vente le jeudi. Le samedi, il n'y en avait plus. Bon, une dernière question. Où c'est qu'on peut vous suivre, vous contacter, suivre votre actualité ? Eh ben, écoutez, sur mon LinkedIn, j'ai depuis quelques temps... Vous êtes actif sur LinkedIn ? Un petit peu, on essaye, mais sur LinkedIn, mais sinon, non, je suis pas un geek, mais après, Lidl.fr, bien évidemment, il y a plein d'actu, il y a plein de scoops qui vont arriver dans les jours qui viennent, mais sur Lidl.fr, sur Lidl+, j'espère que vous avez téléchargé, Louise, l'application Lidl+. Évidemment. Votre papa, il l'a déjà, j'en suis certain. Et non, après, mon actualité perso, Lidl, c'est vrai que je fais pas mal de posts sur LinkedIn pour prendre un peu la parole et dire un peu ce que je pense. Super. Bon, mille merci Michel pour tout ce temps. Je me suis régalée à faire cette interview, c'était super intéressant. Plaisir partagé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.